Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 23 août. C'est la rentrée de Soir Info, ça ne vous a pas échappé, votre rendez-vous c'est désormais de 21h à 23h tous les soirs pour décrypter et débattre de l'actualité. En ce jour de rentrée, il y a beaucoup de choses à dire, c'est le moins qu'on puisse dire. On va évidemment largement s'intéresser à la crise sanitaire, on va parler de cette affaire afghane avec ce rapatrié en France soupçonné déjà de liens avec des talibans placés sous surveillance. On croit rêver, mais c'est une réalité, on en parlera dans la deuxième heure. On ira à Marseille où les règlements de compte et les tueries se multiplient. Ce sera dès le début de l'émission pour revenir sur toutes ces actualités et pas seulement. Laurence Saillet est avec nous ce soir. Bonsoir Laurence, bienvenue dans cette première de l'année de Soir Info. Ça fait plaisir. Très heureuse. Mathieu Vallet est avec nous également, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir Mathieu, merci d'être présent. Bonsoir Béatrice Lecouturier, le conseillère de Paris, présidente du groupe Modem au conseil régional d'Île-de-France. Merci d'être présente et merci à William Tay d'être parmi nous ce soir également, président du think tank Le Millénaire. Je vous le disais, beaucoup de choses à dire. Didier Raoult qui sort du silence. C'était un des événements de cette rentrée sur CNews, de ce premier jour sur nos antennes. Le professeur Raoult qui s'est exprimé longuement, qui a répondu aux questions de Laurence Ferrari ce matin. On va en parler longuement dans la deuxième heure tout à l'heure parce que le professeur Perromort sera avec nous. Mais avant d'aborder nos autres sujets, je voudrais juste qu'on passe 3-4 minutes sur le professeur Raoult avant d'y revenir, je le disais tout à l'heure. Extrait de celui qui est encore, pour quelques jours, quelques semaines au moins, le directeur général de l'IHU de Marseille, sur sa popularité, le côté clivant de sa personnalité dont on parle depuis des mois. Il s'en est expliqué au micro de Laurence Ferrari. Écoutez-le. J'avais un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait M. Grenelle, qui était le doyen de la faculté de médecine, qui m'a embranché dans ces histoires technico-administratives, qui me disait, je suis d'accord avec lui, tu sais, je préfère les compliments aux coups de pied aux fesses. Je suis assez d'accord. Donc vous prenez tous les soutiens Écoutez, les gens qui m'aiment bien, les gens qui me soutiennent, les gens qui disent que je suis un type bien, je leur suis plutôt reconnaissant que ceux qui disent que je suis un fou, que je suis un imbécile ou que je suis un salopard. Enfin, je suis un humain normal. Béatrice Lecouturier, tiens, pour commencer, sur la personnalité du professeur Raoult. Je ne sais pas si vous l'avez écouté longuement, une grande interview de plus de 30 minutes ce matin avec Laurence Ferrari. Pas d'arrogance, pas de suffisance dans ses propos, contrairement à beaucoup de scientifiques, beaucoup de politiques ces derniers mois. Il nous parle normalement et c'est aussi, je pense, aussi peut-être pourquoi beaucoup l'écoutent. Didier Raoult. Oui, vous l'avez dit, c'est une personnalité clivante qui dérange, mais qui a au moins cette chance de pouvoir ouvrir le débat. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un pays où dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est mis aux gémonies. Donc là, au moins, Didier Raoult dit les choses. C'est vrai qu'il a dit des choses à sa manière, mais c'est vrai que là, on a l'impression d'avoir un autre Didier Raoult devant nous, ce qui prouve qu'effectivement, on peut avoir une personnalité publique comme ça, et puis à côté, une personnalité un peu plus rangée. Mais en tout cas, il a ce mérite de dire les choses, peut-être de manière un peu excessive parfois. Il peut aussi... il attire les gens, c'est-à-dire que sa parole, sa liberté de parole fait qu'il peut attirer et rejoindre toutes ces personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ce gouvernement ou avec le discours politiquement correct qu'on entend à longueur de journée et qui exaspère une partie de la population. Idole ou gourou, le professeur Raoult, William Tay? Les deux. Les deux, mon général. Les deux, mon général. Didier Raoult, en fait, c'est une personnalité iconoclaste. Il a intervenu au début de la crise sanitaire alors que l'ambiance était assez morose pour dresser plutôt des bonnes perspectives et plutôt des bonnes nouvelles. Et en fait, pour moi, il est populaire parce qu'en fait, il incarne en fait ce que les Français aiment bien. C'est un peu le petit contre le grand gouvernement. Et en France, on aime bien, je ne sais pas si vous suivez la Coupe de France, on aime bien suivre les petits poussets contre plutôt le grand club. Suivi, oui. Ensuite, après, en plus, il est défiant et il incarne la défiance traditionnelle du Sud-Est contre l'État centralisateur parisien. Donc en fait, c'est la personnalité parfaite pour incarner un peu l'antimacronisme qui est même dans le style. Il ressemble un peu à... Je ne sais plus, j'avais lu un article dessus, il ressemble un peu à Gandalf le Blanc pour ceux qui suivent Le Seigneur des Anneaux. Et donc, du coup, en fait, il a à la fois... On l'a appelé le druide aussi. Le druide, il a à la fois un passage scientifique, un peu gourou, et également, il défile politiquement correct et tous les discours qui ont été établis d'avance. Et en fait, il incarne pour une partie des gens qui sont plutôt en marge, qui ne se retrouvent pas, en fait, dans le discours d'Emmanuel Macron et du gouvernement, une sorte de réceptacle de toutes les colères qui en plus est apolitique, plutôt scientifique, et donc du coup qui n'a pas de visée électorale et d'ambition pour lui-même, ce qui est plutôt intéressant pour une partie des Français. On a eu beaucoup tendance à mettre en avant les moments où il s'est trompé. J'ai envie de dire que 99,9% des scientifiques se sont trompés depuis le début de cette crise, finalement. Et là encore, ce matin, je l'ai trouvé beaucoup plus prudent que par le passé. L'histoire du Covid ne lui donne pas complètement tort, Laurence, ça y est, au professeur Raoult.
Moi, je n'ai ni amour ni détestation pour cette personne, que je respecte par ailleurs, mais je trouve que sa prise de parole sur la vaccination, sa dernière prise de parole... On l'entendra tout à l'heure, mais... Je suis désolée de vous le dire, je trouve que c'est irresponsable. Alors, je veux bien que ça amuse les uns les autres, mais dire que effectivement... Et il ne dit rien d'autre que la vérité, c'est-à-dire que la vaccination n'empêche pas d'être contaminé, d'être malade. Vous savez très bien que quand vous avez tant de gens qui vous suivent, et que parmi les gens qui vous suivent et vous adorent, puisque effectivement vous parliez d'un effet un peu gourou, c'est le cas, certains vont... On va dire idole plus que gourou, parce que... Certains, gourou aussi, il est très habile, ne croyez pas, hein, excusez-moi. C'est votre avis. Non, mais c'est mon avis. Et je n'ai pas la naïveté de penser que tout à coup, il puisse faire des erreurs ou des maladresses. Il est très habile. D'ailleurs, on l'a vu dans une interview qui se faisait lui-même les questions, les réponses. Tout ceci est très organisé, c'est très politique. Ce n'est pas seulement médical. Donc je pense que sa dernière prise de position met le doute sur la vaccination. Et qu'en cette période, on ne peut pas mettre le doute sur la vaccination quand on est un grand professeur, quand on a eu ses responsabilités et quand on voit qu'aujourd'hui, quand on est en réanimation et quand on meurt, c'est qu'on n'est pas vacciné. Mathieu Vallet, c'est pas forcément pour ce sujet que je vous fais venir ce soir. Vous êtes Marseillais d'origine. Non, je suis de Lille, mais j'ai moi je croyais que vous étiez Marseillais d'origine. J'ai habité 3 ans sur Marseille. Pardon. La police, on a la chance Faut que je revoie mes fiches. On a la chance de muter dans toute la France. C'est le charme du métier de policier. Vous avez un regard particulier, vous, sur le professeur Raoult depuis le début de la crise sanitaire? Je sais qu'on est dans l'ère des autospécialistes de tous les domaines, dans toutes les matières. J'ai bien affaire avec le métier de sécurité de la police nationale. Vous allez l'évoquer après avec Marseille. Donc moi, je m'abstiens d'avoir tout avis. Je sais qu'il est apprécié par beaucoup de Marseillais. Effectivement, vous pouvez avoir habité 3 ans, mais j'ai aucun avis et j'ai déjà beaucoup à faire avec la police nationale. Il a dit beaucoup de choses, que ce soit sur la vaccination, le pass sanitaire, l'épidémie, cette 4e vague dans laquelle nous sommes ou pas. D'ailleurs, on se posera la question tout à l'heure. On y reviendra longuement, je vous le disais, 2 parties dans ce nouveau Soir Info, de 21h à 22h et de 22h à 23h, où on accueillera, je vous le disais, également le professeur Perromort pour aller un peu plus longuement sur ses affaires. Cette vidéo, avant de partir pour Marseille pour d'autres raisons, sur cet été meurtrier, il n'y a pas d'autre mot que dire que c'est un été meurtrier à Marseille. Cette vidéo, d'abord, parce que ça va nous mener finalement à Marseille et à ces problèmes de drogue. Cette vidéo qui fait le tour sur les réseaux sociaux en Espagne, je ne sais pas si on peut la voir, la voici. Nous sommes sur une plage paisible qui s'appelle Melissena, c'est au sud de l'Espagne, calme des vacances, vous le voyez, qui est perturbée tout à coup par l'arrivée soudaine d'un bateau. Laura Cambo est avec nous. Laura Cambo, qui est notre correspondante en Espagne. Bonsoir Laura, pardonnez-moi Laura, c'est la première. Excusez-moi Laura. Il s'agissait de narcotrafiquants présumés qui transportaient plus de 800 kilos de hashish. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette scène hallucinante et cette vidéo sur une plage en Espagne hier ? Eh bien, écoutez, vous l'avez très bien résumé. Il y avait ces vacanciers qui étaient tranquillement en train de bronzer sur leur serviette de plage et tout d'un coup, ils ont vu arriver une lancha. Une lancha, c'est une embarcation qui sert fréquemment à emmener du hashish marocain vers l'Espagne puis vers toute l'Europe. Il y avait la Guardia Civile, la police locale qui poursuivait cette embarcation, mais ce sont ces vacanciers, ces locaux qui étaient sur la plage qui se sont levés pour arrêter ces 2 narcotrafiquants. Ils sont aujourd'hui emprisonnés et la Guardia Civile, vous l'avez dit, a pu récupérer une cargaison très importante, plus de 800 kilos de hashish, l'équivalent de plus d'1,5 million d'euros. Alors cette scène, elle semble effectivement un peu étrange, un peu particulière, mais dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, eh bien ça arrive très fréquemment. C'est une scène qui est quasi quotidienne, car l'Espagne, eh bien c'est la porte d'entrée du hashish vers toute l'Europe finalement. Les locaux, vous l'avez bien vu sur la vidéo, ils en ont tout simplement ras-le-bol, car il est très difficile, malgré les moyens mis en œuvre, toutes les patrouilles mises en place par la police locale, d'arrêter ces trafiquants qui sont de plus en plus nombreux. Un chiffre, eh bien, c'est la Guardia Civile qui, chaque année, arrête plusieurs centaines de tonnes de drogue. Il y a également de la cocaïne, en plus du hashish. Donc, on vous le disait, voilà les locaux qui n'en peuvent plus. Pour vous donner un petit exemple, la Guardia Civile, aujourd'hui, elle a arrêté une cargaison aussi très importante de 1700 kilos de hashish qui devait aller vers la France. Merci beaucoup Laura Cambo en duplex de Marseille pour toutes ces précisions. C'est intéressant ce que nous dit Laura, Mathieu Vallet, parce que déjà j'allais vous poser la question, j'allais dire ce sont des images qui sont surprenantes et rarissimes, mais en fait quand on entend Laura,
pas du tout. Et moi, ce que j'aimerais savoir également, et ça, personne ne peut le savoir, mais ce qui est arrêté, ce qui est saisi, ce que ces vacanciers ou policiers arrivent à saisir et à empêcher, c'est quoi? C'est une infime partie de ce qui passe, d'abord par l'Espagne et ensuite chez nous en France. Ah oui, mais de toute façon... Elles vous surprennent, vous, ces images? Non, elles ne me surprennent pas. Moi, je sais que le principal pays producteur du cannabis, c'est le Maroc. Et que ça vous a pas échappé que l'Espagne, il y a la Méditerranée. Derrière la Méditerranée, il y a le Maroc. Alors, les Marocains sont des amis de la France, il n'y a pas de souci. Maintenant, on sait qu'ils produisent du cannabis en masse. On sait que c'est exporté par le biais de ce détroit de Gibraltar. Et en plus, après, ça passe par l'Espagne et la France. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la police judiciaire, la brigade de recherche et d'intervention, mais aussi l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, réalise souvent des interceptions sur des GoFast, ces gros véhicules qui transportent des quantités assez importantes. Et puis, je pense... Ça, le bateau, c'est l'étape avant le GoFast, finalement. Avant de passer par la route et de franchir l'Espagne et pourquoi pas la France. Il y a des bateaux ultra puissants qui visent à franchir en fait la Méditerranée rapidement pour qu'en Espagne, il y ait une prise en charge par souvent 2 ou 3 véhicules. Là, vous avez une ouvreuse, vous avez le véhicule qui contient la matière stupéfiante et vous avez une suiveuse, de manière à ce que l'ouvreuse, elle puisse déceler les présences policières au péage, notamment, ou en tout cas à la frontière, avec les contrôles de la police aux frontières, avec les surveillances qui sont opérées par nos collègues de la police judiciaire, notamment la police. Des professionnels. Ah oui, mais bien sûr, mais de toute manière, c'est un commerce illégal qui aujourd'hui a les mêmes codes que le commerce légal, sauf que vous vous avez échappé qu'on pouvait y laisser la vie dans des conditions dramatiques. Je pense qu'on va y revenir quand on va évoquer spécifiquement Marseille, sur évidemment, laquelle j'ai beaucoup de choses à dire, surtout après les déclarations du maire d'aujourd'hui qui... Eh ben on va en parler, on a une bonne demi-heure pour ça. Je voudrais juste finir le tour de plateau autour de ces images, parce que là encore une fois, ça nous mène à Marseille, ces images. Elles nous mènent directement à Marseille, puisqu'on est à la base du problème qui va nous intéresser dans cette première partie, avec l'approvisionnement des trafiquants. Pour un bateau intercepté par hasard, combien passe? Encore une fois, on est au cœur de ce problème, Laurence. Oui, c'est toute une chaîne en fait qu'il faut déconstruire, c'est-à-dire l'approvisionnement, puis le transport, puis la vente, puis la consommation. Et c'est vrai qu'il faut agir du début à la fin. Là, on voit que les locaux en ont ras-le-bol effectivement, parce que c'est vraiment une porte d'entrée de la drogue, mais aussi des migrants, etc. Et c'est vrai que c'est un geste qui peut nous sembler surprenant à nous qui ne sommes peut-être pas confrontés tous les jours. Il y a une forme d'héroïsme de la part de ces... Il faut avoir envie de se jeter sur un narcotrafiquant qui a un sac avec, je crois que Laura nous le disait, 1,5 million d'euros à l'intérieur. Enfin, je veux dire, il faut y aller. Ces gens-là sont potentiellement dangereux, armés et prêts à tout pour passer entre les mailles du filet. Mais ça montre bien qu'il y a un ras-le-bol et qu'effectivement, ça part de là. À partir du moment où vous êtes dans Schengen, de toute façon, après, vous circulez et donc les choses circulent et ça arrive jusqu'au consommateur. Il ne faut pas oublier que, là, je ne sais pas si c'était du cannabis, mais en tout cas... C'est du cannabis. Le cannabis, c'est de la drogue, ça tue. C'est pour ça, mais on y reviendra, que ceux qui veulent le légaliser, à mon avis, devraient atterrir et sortir du monde des béni-oui-oui, parce que, pardon de vous dire, que c'est un véritable trafic, et penser que la légalisation va arrêter ces gens-là et qu'ils vont se mettre à ouvrir des coffee shops ou alors à gentiment vendre et déclarer aux impôts ce qu'ils vendent, je pense qu'on est très loin de la réalité. Et là encore, on peut parler d'impuissance. Je ne sais pas si le parallèle est très intelligent, William T, mais j'ai en tête, par exemple, dans ce quartier d'Éole, dans le 19e arrondissement, à Stalingrad, c'est... riverains qui n'en peuvent plus et qui vont jusqu'à jeter des mortiers d'artifice sur les dealers ou les crackers, comme on les appelle, en bas de chez eux. Là, vous avez des vacanciers, des locaux qui n'en peuvent plus, qui vont eux-mêmes courir après des narcotrafiquants qui débarquent sur la plage. Voilà la situation dans laquelle est notre société occidentale moderne. Alors, il y a 2 éléments. Il y a un regain de civisme. On le voit sur les vidéos où parfois il y a un terroriste qui frappe quelqu'un avec un couteau. On voit que les civils désormais aident la police en fait à attraper la personne. Donc ça, il faut s'en féliciter, le fait que des gens deviennent de plus en plus citoyens. Il y a un deuxième point, c'est ce que vous avez souligné. Ils prennent un gros risque. Ils prennent un gros risque. Il y a un deuxième point, c'est que désormais les gens en ont marre. Et en fait, la difficulté, c'est comme le couple police-justice fonctionne mal et qu'on a du mal à faire rétablir l'ordre, du coup, des citoyens se substituent pour défendre en fait leur localité, soit à travers la création de milices internes ou de sociétés de surveillance auxquelles des riverains et des retraités Pardon, mais je vois le regard de Mathieu Vallet en chien de faïence à vous regarder. C'est vrai, ça n'enlève rien au travail des policiers, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont à bout, qui vont quasiment créer des milices entre eux pour lutter. Alors, je passerai par Béatrice Le Couturier ensuite. Vous avez raison de dire, Julien, que je serai toujours du côté de ceux qui portent l'uniforme. Vous avez raison, dans toutes les affaires qui émaillent notre institution, je sais le sacrifice de nos collègues, des femmes et des hommes qui font la fierté de notre institution et la fierté de la France. Ils portent ces couleurs au quotidien. Et quand vous voyez que ce sont des plages
plagistes qui doivent interpeller des trafiquants, c'est qu'il y a un souci. On est en Espagne, en France, c'est pas les plagistes. Non, mais je faisais l'exemple de Stalingrad ou à Bordeaux. À Bordeaux, ces associations citoyennes également pour faire des rondes. Pour Éric Masson, les deux, en tout cas le tueur présumé est intercepté. Éric Masson assassiné à Avignon. Policier assassiné à Avignon, c'est quand même la brigade de recherche et d'intervention. Moi, je dis pas que la police. Non, je sais, mais c'est pas. Mais il y a un sentiment des citoyens de plus en plus, qui vivent de plus en plus en insécurité. En tout cas, c'est un sentiment qui grandit et puis les chiffres. Pourquoi vous regardez, il y a des citoyens, je suis citoyen, vous savez que les policiers sont des citoyens qui vivent les mêmes problèmes que les gens. Mais là, c'est un acte réflexe. J'ai pas eu le sentiment que la police était visée à travers les propos de William Tay. Mais je peux pas laisser dire qu'en fait, c'est le couple police-justice qui fait que ça fonctionne mal dehors. Il y a certains magistrats du siège, on parle pas du parquet, donc ceux qui représentent les intéressés. Non, mais il faut être précis. Du siège qui rendent des condamnations qui sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. On a un policier qui s'est fait renverser sur une intervention hors service et dont l'auteur est copé d'une ordonnance pénale de 350 € d'amende. C'est ça que nous on dénonce, c'est qu'on a certains magistrats qui ne sont pas à la hauteur de ce que nos collègues vivent. Mais c'était uniquement cet élément-là. Je laisse poursuivre William Tay, que j'ai interrompu, j'en suis désolé, et Béatrice Lecouturier, avant qu'on vienne précisément à ce qui se passe à Marseille. William Tay, vous concluez. Les policiers font un travail qui est remarquable. Moi, je mets en cause la question de la justice et précisément les magistrats du siège, qui pour moi ne rendent pas des peines qui sont proportionnées par rapport à l'objectif qui est de la justice, c'est-à-dire de mettre hors d'état de la société des personnes qui sont nuisibles à la société. Et je pense que des gens maintenant se commencent à manifester. Et en fait, on est en train de traverser une mutation. On l'a vu sur la question du vote, où maintenant les gens ne vont plus voter comme citoyens, mais participer à des manifestations ou par différents actes citoyens. Et désormais, sur la question de la sécurité, des gens préfèrent s'organiser par eux-mêmes. Non, mais c'est pas la même chose. Non, mais si, c'est un mouvement qui est loin, qui est profond. Et c'est la question, en fait, des gens qui préfèrent se former en tant qu'individu, en tant que communauté, plutôt que de faire confiance à un État qui est de plus en plus défaillant sur l'ensemble des champs de politique publique. Là où il faut insister surtout, et vous l'avez raison de le souligner, c'est que les gens n'en peuvent plus, que ce soit Paris, on en a souvent parlé sur cette colline du Crac ou même dans le 19e. Et oui, bien sûr, il y a toujours cette grande confiance dans la police, et heureusement, et encore merci à la police d'être là. Mais il arrive un moment où on se dit... Vous le détendez, là. J'ai détendu. Je plaisante. Essayons de mettre un petit peu de sourire quand on le peut, parce que notre actualité est tellement anxiogène. Allez-y. En même temps, il n'y a rien de... Comment dirais-je, qu'il y ait une prise de conscience des citoyens pour intervenir et puis pour intercepter quelqu'un qui fait quelque chose de mal, c'est plutôt sain. Ça ne doit pas se substituer, bien évidemment, à la police. Mais on voit bien que c'est un ensemble, en fait. Tout le monde doit travailler ensemble. C'est la police avec la justice avec les citoyens. Voilà, c'est comme ça, je pense. Moi, je pense qu'il faut faire quand même la différence, si je peux me permettre, pour revenir sur ce que disait William Tay, entre quelqu'un qui va aller sauver une femme qui se fait agresser, ou là, des gens qui interviennent parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose, et l'organisation soit de milice, là ce qui est un acte organisé et qui est souvent ou parfois qui veut être contre le pouvoir en place, ou alors pire encore de faire le lien avec les gens en ont marre. C'est un ras-le-bol c'est pas la même chose. Excusez-moi, mais c'est pas la même chose que de sauver une femme qui se fait agresser et que d'aller manifester en se disant plus rien ne fonctionne dans l'État. Excusez-moi, mais le raccourci... Quand on parle de milices et de gens qui s'organisent, c'est pas dans les manifs. Moi, je parle dans les quartiers, des voisins qui font des rondes le soir pour essayer de sécuriser l'environnement dans lequel ils vivent. On ne pourra jamais l'encourager, même si on le comprend. Pourquoi ? Parce que interpeller, c'est un vrai métier. Faire régner l'ordre, c'est un vrai métier. Il y a des prises de risques, etc., etc. Et on ne peut pas encourager ça. Et certains, si essaient de l'encourager, il y a des messages qui passent pour créer des polices parallèles, etc. C'est pour ça que je fais la différence entre quelqu'un qui va civiquement... Moi, je trouve que quand un citoyen, et encore une fois, je prends le cas de Bordeaux, je me souviens plus du nom de l'appli, j'essaierai de vous retrouver ça, mais ce citoyen qui a créé une application à Bordeaux où vous pouvez signaler quand il y a un danger, un risque potentiel et que ça alerte. Ce sont des initiatives citoyennes. Moi, c'est de ça dont je suis en train de parler. C'est un cri qu'il faut entendre, mais qu'on ne peut pas laisser se développer. Parce que là, on met en danger, si vous voulez, les citoyens qui eux-mêmes veulent porter... Parce que, vous voyez bien, ils y vont à la calache. Vous n'allez pas aller démanteler les trafics de drogue. Laurence, l'explosion de la violence entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. 3 morts hier encore lors d'une fusillade. Les images de l'enlèvement d'un homme qui a été brûlé dans sa voiture. On va les voir lors d'un règlement de compte. Elles font frémir. On vous a évidemment choisi une capture d'écran et on ne montre pas cette vidéo qui est absolument insoutenable. La réponse de l'État semble dérisoire à l'heure où on tire à la Kalachnikov dans les rues de Marseille. Le récit d'Ozlem Unal et Clément Pernier, on en discute longuement ensemble. C'est une spirale qui semble hors de contrôle. La cité phocéenne a connu cet été un nombre conséquent de règlements de compte. Entre fin juin et début juillet, 5 hommes ont été tués par balle. Un bilan alourdi fin juillet par un triple homicide en l'espace d'un week-end.
Depuis fin juin, une dizaine de personnes sont mortes dans des règlements de compte. Un chiffre accentué avec l'assassinat la semaine dernière d'un adolescent de 14 ans et le dernier épisode en date, le meurtre de 3 hommes ce dimanche. Les riverains sont sous le choc. Tiré de tous les sens, on ne sait pas par quel côté ni quel endroit. Beaucoup de tirs ? Oui, beaucoup. C'est une série, je peux dire, des Kalachnikov qui ne s'arrêtent plus. Il n'y a personne qui a crié, il n'y a que des tirs. Les policiers tirent la sonnette d'alarme. Il faut vraiment changer l'approche, il faut vraiment trouver une solution ensemble, avec d'autres institutions qui nous aident, parce que sinon ça va être une hécatombe. Et je vous le dis très clairement encore, pour en parler avec mes collègues policiers, on ne voit pas d'issue. Depuis le début de l'année, 94 policiers sont arrivés en renfort à Marseille. 3 à 6 opérations antidrogue sont menées chaque jour par les CRS. Et on va écouter tout de suite Dominique Laurence, la procureure de Marseille, qui a donné plus de détails sur l'affaire afin que la discussion soit parfaitement contextualisée. Les éléments de l'autopsie démontrent que la personne était vivante au moment où l'incendie a été mis au niveau de la voiture. Cet enlèvement a été d'une extrême violence avec des coups qui lui ont été portés. Donc bien évidemment, il est en vie, c'est-à-dire qu'il respire. Il n'est pas atteint par des projectiles. Donc vraiment, il ne décède pas par l'effet d'impact de munitions, mais il décède donc par l'effet de l'inhalation d'un certain nombre de fumées. Il a de la suie. Vous vous rendez compte de ce qu'elle nous décrit, la procureure? Cet homme, il a été mis dans le coffre, il a été brûlé vif. On est dans une situation à Marseille qui est hors de contrôle, Mathieu Vallet. Non, Marseille est en urgence absolue et il faut que nos gouvernants et la municipalité elles prennent l'enjeu de la situation. Pardon, mais vous venez de dire non à ma question hors de contrôle. Non, elle n'est pas hors de contrôle parce que la police... La situation là, elle est hors de contrôle. Vous laissez dire, Julien, qu'elle est hors de contrôle. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Il y a quand même une police nationale qui interpelle des dealers, qui interpelle des réseaux, qui interpelle parfois ses tueurs. Après, effectivement, on peut toujours faire mieux et on ne se satisfait pas de la situation. Vous savez, j'ai habité 3 ans à Marseille. Donc je suis meurtri quand je vois cette ville qui est capable du meilleur, la Joliette, le Vieux-Port, le Mucem, et du pire comme ces techniques de barbecue, c'est-à-dire cet individu qui est mort par ses inhalations de fumée et qui a été brûlé vif dans le véhicule, dans le 13e arrondissement. Vous vous rendez compte, le nom, ça s'appelle le barbecue. Moi, j'ai 2 choses à dire, puisque depuis 2-3 jours, il y a des commentateurs. Moi, je mets les pieds dans le plat. Demain, vous avez monsieur Dupond-Moretti qui vient à Marseille. Moi, j'ai plus confiance à monsieur Dupond-Moretti, j'ai plus confiance en lui. Depuis qu'il est arrivé aux responsabilités, c'est du droit en permanence pour les voyous. Il n'y a pas eu de simplification pénale, il n'y a pas eu de simplification de la procédure pénale. Ça veut dire quoi concrètement? Que les policiers... Attendez, je termine. Est-ce que vous croyez que les magistrats ils vivent bien la situation? Non, mais je ne parle pas des magistrats, je parle de monsieur Dupond-Moretti. La justice est meurtrie aussi par ce qui se passe. Mais j'ai pas dit le contraire. Non, mais de toute façon, on va se retrouver, mais si vous me laissez finir, je vais aller vite. Mais monsieur Dupond-Moretti, pour l'instant, il n'a pas fait de loi pour les victimes, il a fait des lois que pour les voyous. En fait, il a toujours gardé sa robe d'avocat. Il est dans les effets de manche et les effets de prétoire. On a toujours une procédure qui est toujours aussi lourde, aussi complexe. Les policiers, moi, ils me le disent depuis 72 heures, ils n'en peuvent plus. Les plaintes s'accumulent, les procédures s'allongent, à tel point qu'on a un ministre qui est monté au créneau pour dire qu'on fait les violences conjugales en premier. Et sur les trafics de stupéfiants, vous avez un tel carcan judiciaire aujourd'hui qui fait que c'est long, c'est compliqué, c'est difficile à faire sortir les affaires, même si on y arrive. Et la deuxième chose, les bras m'en tombent. J'ai entendu le maire de Marseille s'exprimer tout à l'heure sur la situation. Je savais qu'on avait une municipalité qui regardait les trains, mais là, aujourd'hui, elle regarde les trains, mais qui sont en retard. Quand il propose de créer le procureur, le parquet spécial. Non, mais il existe déjà, il propose des mesures. En fait, c'est dramatique. Vous parlez tout à l'heure du fossé qui se creuse entre certains élus et la population. On a un élu de premier plan, le premier magistrat de la ville, qui nous explique qu'il faut créer un parquet spécial, mais il existe déjà. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il dit, je vous rends tout de suite la parole. Il y a le rôle de l'État, dit Benoît Payan ce matin sur France Info. Ce n'est pas à la municipalité de courir après les narcotrafiquants. Il faut que l'État prenne la mesure de ce qui est en train de se passer. On a affaire à un crime organisé de niveau international. On a affaire à des trafics qui génèrent des millions d'euros par mois de bénéfices. Il faut s'attaquer à la racine. Il faut taper les trafiquants là où ça fait mal, c'est-à-dire avec l'argent, avec les armes. Il faut que l'État crée un parquet spécial à Marseille, réclame-t-il. Il faut doter le parquet de moyens particuliers. La procureure de la République fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens de taper fort. La justice à Marseille est sous-dotée. Dans ce qu'il dit, franchement, moi, je ne peux qu'adhérer à ce qui est dit par le maire de Marseille. On le tape beaucoup sur lui, hein. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Marseille. Mais là, dans ce qu'il dit... Moi, je tape pas sur les gens. On peut être d'accord sur dire que... Non, j'ai bien compris. Non, j'ai bien compris. C'est l'allégorie, parce qu'on faisait un peu d'humour. Mais pour revenir sérieusement sur des sujets sérieux, la police judiciaire, elle peut taper plus fort, plus vite,
plus rapide, plus important, c'est vrai, on a des efforts à faire et elle fait déjà beaucoup. Mais la justice, le parquet spécial, il existe, ça s'appelle la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, qui gère des affaires du grand banditisme, des affaires du trafic d'armes, des affaires des gros voyous, pour faire simple pour les gens qui nous écoutent. Et on ne peut pas créer quelque chose qui existe déjà. D'ailleurs, Mme Laurence l'a dit dans sa conférence de presse, elle est un peu stupéfaite avec ses collègues magistrats d'entendre de telles propositions. Et qu'évidemment, ce n'est pas les policiers municipaux qui vont courir après ces narcotrafiquants, mais quand même, la vidéoprotection, c'est une compétence du maire. J'y peux rien, c'est la loi. On l'a pas entendu dire, à Marseille, on va développer la vidéoprotection dans ces quartiers qui est quasiment inexistante. Comme ça, c'est important, c'est du concret, ça évite de faire que du commentaire permanent sur les plateaux. Et ce qui m'agace, c'est que c'est sa compétence, mais on l'a pas entendu sur ce sujet-là. Bon, premier point. Deuxième point, la police municipale. Alors que dans son programme, il voulait la désarmer. Donc on entend bien qu'avec, vous voyez, dans le 4e au Chartreux, là où a été enlevé l'individu, contre des Kalachnikov, c'est sûr que... S'il y avait une patrouille de police municipale, heureusement elle est armée à Marseille, qui croisait ces gros voyous, et eux, ils vont tirer sur ces policiers municipaux, nationaux, ils s'en foutent, c'est un uniforme, même un pompier, puisque c'est des gens qui ne respectent plus rien. Donc là aussi, il y a un sujet. Et maintenant, pour terminer... Il y a eu un fossé béant qui s'est creusé entre les quartiers nord et les quartiers sud. Vous avez le Vieux-Port, vous avez la Pointe-Rouge, tous ces beaux quartiers de Marseille qui vont d'ailleurs acheter dans les quartiers nord. Et ces quartiers nord ont été abandonnés. La municipalité actuelle, elle n'a pas pris l'enjeu, à part faire des commentaires sur les plateaux depuis avant-hier avec Samia Ghali, qui ne prend pas de mesures. Moi, j'attends de la mairie qu'elle soit aux côtés de l'État. L'État fait son rôle. Et c'est là où je termine mon propos et que je suis agacé. La police, elle ne fait pas son travail. Elle fait plus que ce qu'elle doit faire dans son travail. Elle est en permanence sur le terrain. On a même des collègues qui, tous les jours, sont blessés sur les quartiers nord pour interpeller ces dealers. Non, mais il faut le dire. Parce qu'à force d'entendre M. Payan et Mme Ghali dire que la police ne fait pas son travail, que les sorties d'école qu'on met, c'est pas suffisant. Et en plus, c'est des gens qui connaissent rien. Non, mais quand on connaît la police, les sorties d'école, elles viennent dans les brigades de police secours qui elles-mêmes permettent de mettre des policiers aguerris dans les brigades spécialisées de terrain qui démantèlent les points de deal locaux avec l'appui de la police judiciaire. C'est important aussi, on dit tout et n'importe quoi sur Marseille. Et vous avez raison, j'habitais dans cette ville, j'habitais dans le 14e arrondissement, juste derrière la cité des Rosiers, à un moment. Il y a eu une tuerie d'ailleurs. Exactement. Et ces gens-là, ces habitants, ils ont droit à la même sécurité que dans les quartiers bourgeois. D'ailleurs, des quartiers bourgeois dont majoritairement viennent des acheteurs qui ont du sang aussi sur les mains. Il faut le dire, puisqu'ils sont des consommateurs qui achètent et quand il y a de la demande, il y a de l'offre. L'affaire dans le 14e, il y a 3-4 jours, c'était un gamin de 14 ans qui a été tué, un gamin de 8 ans qui avait pris un dommage collatéral très légèrement blessé. Le gamin de 14 ans qui n'était pas appliqué dans le trafic. Il était à côté d'un individu qui faisait le chouf, mais lui a été dommage collatéral. Est-ce que vous avez entendu ce matin dans la matinale Rudy Mana, qui est le secrétaire départemental d'Alliance dans les Bouches-du-Rhône? Il nous fait le portrait de ces jeunes qui font un choix de vie, finalement. Écoutez-le. Il n'y a plus que nous qui allons dans ces endroits-là. On fait de la pédagogie et on leur dit « Oh, mais tu ne te rends pas compte, tu as 15 ans, mec, tu vas mourir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Mais pourquoi tu fais ça ?» Et vous savez ce qu'ils nous répondent? Parce qu'ils nous répondent ça. Ils préfèrent vivre jusqu'à 25 ans en gagnant 30 000 balles par mois que vivre jusqu'à 70 ans comme nous. Ils nous prennent à nous à partie, bien évidemment, et gagner 2 000 balles par mois. Ils préfèrent avoir cette vie-là jusqu'à 25 ans que la nôtre jusqu'à 70 ans. Donc ça, ils nous le disent. C'est clair, c'est évident, et c'est vraiment l'état d'esprit qu'ils ont. Béatrice Lecouturier, c'est très fort ce qu'il dit Rudy Mana. Quel avenir pour ces jeunes? Mais ce qui prouve que... Votre soupir en dit long. Hein. Oui, non, parce que j'ai entendu votre colère. On se sent complètement désarmé quand on entend ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on a des gamins aussi qui disent... on sent que l'autorité, mais ils n'en ont plus rien à faire. On est arrivé à un tel point où ils sont complètement désœuvrés qu'on se demande ce qu'il faut faire maintenant pour retenir ces gamins. Et c'est ça. Pardon, madame, je ne veux pas aller comme ça frontalement vers vous, mais vous êtes une élue de la République. Et vous faites partie de ces gens dont on attend des réponses. Oui. Alors absolument, mais je peux vous en donner parce qu'on parle de la police, mais comme tout à l'heure, il n'y a pas que la police. Il y a effectivement la justice, mais il y a l'éducation. Mais que fait-on aussi pour donner une formation à ces jeunes? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on dit vaut mieux gagner 3 000 € à vendre de la drogue. Ils n'ont ni peur de la police, ni peur de mourir. Eh ben oui, mais c'est ça aussi, c'est rétablir cette autorité dont fait forcément cruellement notre pays aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment la priorité numéro 1. Et les
les élus qui sont aujourd'hui ne doivent pas baisser les bras, mais doivent travailler ensemble. Vous parliez de la vidéoprotection, mais évidemment qu'il faut mettre de la vidéoprotection de la police armée. À Paris, quand on voit que la police municipale ne va pas être armée, moi je me pose quand même la question pour la suite, comment ça va se passer? Parce qu'on a de plus en plus de gens dangereux et on ne peut pas avoir uniquement des simples policiers municipaux face à ces bonnets, quoi. Comment on récupère ces jeunes, si on peut les récupérer, Laurence Saillet, William Tay? Alors, ce n'est pas une évidence, évidemment, mais il faut quand même savoir qu'à partir du moment où un jeune est impliqué dans un trafic, où on en a la démonstration, il faut le protéger. Et le protéger, si sa famille ne le fait pas, il me semble qu'il est intéressant de regarder les possibilités, effectivement, de mettre ses enfants loin de leur famille pour les protéger. Parce que sinon, on n'en sortira jamais. Si vous laissez des jeunes de 13-14 ans dans la rue, la nuit, à dealer, à partir du moment où ils peuvent gagner autant d'argent, à part les mettre à l'abri dans des maisons, si vous voulez, encadrées, pour essayer de revoir les choses et les mettre loin de leur famille qui n'assument pas, si vous voulez, l'éducation de ces enfants. Parce que pour l'instant, comme l'a dit Mathieu Vallée, ils savent qu'ils ne risquent rien ou presque. Et c'est pour ça, moi je ne vois que cette solution. Un jeune à 13-14 ans qui vous dit ça, comme ce témoignage de terrain, et c'est une réalité absolue, il faut le mettre loin de ces quartiers, il faut les sortir de ces quartiers pour qu'il n'ait plus la possibilité justement de le faire, les protéger et les mettre loin d'une famille qui est défaillante, parfois volontairement ou involontairement. Il y a les deux cas de figure. Il y a des familles qui ont des enfants et qui n'éduquent pas leurs enfants parce qu'ils s'en moquent. Et il y a des familles qui n'éduquent pas leurs enfants parce qu'elles ne peuvent pas. Il y a deux cas de figure aussi. Tout n'est pas angélique. C'est pas seulement des familles monoparentales, etc. Sauf qu'on est dans une situation d'urgence. On a bien compris que depuis 20, 30 ans, quoi qu'on fasse, il y a eu des projets de maisons d'encadrement. Il y a eu des projets de maisons d'encadrement pour les adolescents. On n'a jamais vraiment poussé les choses. Mais dis pas pouf parce que moi je trouve ça très intéressant. Pourquoi non? Un jeune, excusez-moi, un jeune dans une cité comme ça, vous le mettez ailleurs. Il y a des gamins de 14 ans qui prennent des balles. Je vois qu'il y a des kalachnikovs, comme le dit Benoît Payan, qui se vendent comme des pains au chocolat. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de solution. Vous vous rendez compte si vous dites qu'il n'y a pas de solution? C'est dramatique. Je le déplore, mais je constate simplement que depuis 40 ans, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été investi n'a mené à rien. Sinon, on ne serait pas en train de commenter ces images. Il faut imaginer d'autres stratégies. Je ne suis pas là, évidemment, pour dire que j'ai la réponse. Je ne l'ai pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Est-ce que cette idée vous semble intéressante? Ça existe déjà. Ne demandez pas ça à moi. Ça existe déjà, simplement ça n'a jamais été développé parce que c'est pas politiquement correct, parce qu'on a l'impression qu'on va priver de liberté ces jeunes. C'est pas priver de liberté, c'est les protéger. William Tay, qu'en pensez-vous? Dans ces quartiers-là, de toute façon, c'est la loi des gangs qui s'impose plutôt que la loi des républiques, avec un propre système, donc à la fois méritocratique. Nous, pour monter, il faut faire des études et puis après monter progressivement dans la société. Eux, ils ont leur propre système, qui est principalement tiré du système de GTA, le jeu vidéo, quoi, en gros, pour caricaturer. Et donc la difficulté maintenant, c'est comment on fait pour réinstaurer notre loi de la République pour gagner sur la loi des gangs. On a activé une disposition spécifique pour lutter contre le virus et en mettant en l'état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un état d'urgence spécifique, donc du coup pour outrepasser certaines dispositions de l'état de droit, pour confier aux policiers pour une durée déterminée qui sera longue, hein. Ça va prendre on peut aller très loin. Hein. On peut faire un plan Marshall de la jeunesse aussi, hein, et remettre tout à plat. Parce qu'il y a plusieurs difficultés. Il y a un premier point, c'est la question de l'immigration. C'est ce que Christophe Guilluy dénonce dans Le Temps des gens ordinaires. C'est qu'en fait, les gens vieillissent parce qu'ils passent du temps en prison, mais ils sont renouvelés par une nouvelle arrivée d'immigration récente, et donc du coup qui remplace en termes numéraires les nouveaux trafiquants. La deuxième difficulté, c'est la question de l'efficacité police-justice. Moi, je pense que la justice n'est pas efficiente dans la mesure où elle ne prononce pas des peines qui doivent être plus lourdes, mais après, est-ce que les lois le permettent aussi, sur le fait qu'en fait, maintenant, désormais, en fait, la question de la justice, c'est donner du sens aux peines dans la mesure où pour écarter des gens qui sont nuisibles à la société. Est-ce qu'on peut se permettre de garder ces gens-là et les réinsérer au bout de 5 à 7 ans? Je pense que ça prendra... Je vais vous poser une question. Mathieu, ne répondez pas parce que vous avez évidemment la réponse. Dealer de la drogue, dealer du shit dans la rue, c'est contraventionnel, délictuel ou criminel? Contraventionnel. Non, c'est délictuel. Ce qui est contraventiel, c'est le consommateur. C'est un délit. Alors regardez, on a le barème. Alors on va afficher que c'est un trafiquant de sup risque jusqu'à 10. Oui, mais c'est considéré comme un délit. C'est dealer et les gros trafiquants, les producteurs, celui qui deal dans la rue aux consommateurs est considéré comme en position de délit. Il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, ce qui évidemment n'est jamais, au grand jamais prononcé. Je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas là pour dire que j'ai des solutions, je suis là pour vous poser des questions. Est-ce que déjà, si on fait passer ces petits dealers de délit à crime, est-ce que peut-être on n'est pas un peu plus dissuasif, un peu plus ferme
sur la réponse que l'on apporte. On va voir également pour que les consommateurs, ces contraventions... Vous êtes d'accord, Julien, qu'à 14 ans... On laisse conclure que William Tay. C'est pas forcément en fait que ça va être dissuasif pour eux, mais ça permet de les écarter de la société. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, après, il y a un deuxième point, c'est est-ce qu'il ne faut pas allonger les peines pour les consommateurs? Parce que du coup, il y a aussi un problème sur les consommateurs, c'est que dans la mesure où il y a une offre de marché, en fait, les gens sont encouragés à continuer ce type de marché. Et puis après, un autre point, ce qui va être essentiel, c'est la question de l'éducation. Et je pense qu'on n'aura pas le choix que de recréer des internats d'excellence pour sortir de la population de ces gens-là et d'avoir une politique beaucoup plus dissuasive sur la question de l'attribution des logements sociaux pour interdire les logements sociaux dans ces quartiers à certains types de populations. Il y a deux choses très importantes, c'est qu'en effet, il faut une politique sur le temps long pour changer ces problèmes qui sont quasiment systémiques, mais il y a également une situation d'urgence qui demande une action ferme, forte et rapide. Mais à 14 ans, on n'a pas 20 ans. Et évidemment, donc, Mathieu même moi qui suis d'une droite quand même assez ferme sur la sécurité, je me dis pas qu'un môme de 14 ans qui dit on va le foutre 5 ans en prison, enfermé, sans rien derrière. Non, il y a une certitude, c'est qu'il ne recommencera jamais. Évidemment, je ne souhaite pas qu'un enfant de 14 ans aille en prison. Je pense pas du tout. Mais si vous frappez fort dès la première si délinquance, vous allez 5 ans en prison, vous je ne sais pas comment vous en ressortez, mais à mon avis, vous en ressortez pas grandi. Mais à 14 ans, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc moi, je pense qu'il y a des alternatives. Il y a des alternatives. C'est-à-dire que je pense que pour les mineurs, on doit créer... ça existe déjà de toute façon, mais j'ai jamais vraiment réussi à savoir où on en était, parce qu'à chaque fois, on fait la promesse de les développer, mais ça ne se fait pas. Une structure qui, à la fois, éloigne le jeune, mais qui lui donne quand même la chance, à 14 ans, si vous allez dealer du shit, de ne pas être emprisonné pendant 5 ans dans une vraie prison. Je veux dire, il y a un moment, il y a quand même... faut pas exagérer non plus. À 14 ans, on peut vous donner la chance quand même d'apprendre des choses, de pallier à l'éducation peut-être que vous n'avez pas eue et de vous donner une seconde chance. Je trouve qu'il y a un juste équilibre. De toute façon, on ne va pas mettre à 14 ans des gamins en tôle parce qu'ils ont dealé du shit. Dire ça, c'est ne pas connaître la réalité. Vous vous rendez compte à 14 ans? C'est sûr. C'est vrai que vous voulez réagir? Béatrice Lecouturier et Mathieu Vallet. Moi, je suis d'accord avec Laurent Saillé. C'est vrai que il faut... Mais je pense que vous parlez de ces centres éducatifs fermés. Oui, dont il y en a 20 aujourd'hui, je crois, et il faudrait minimum le double. Donc oui, c'est une question de mettre en sécurité et la société et ces jeunes pour pouvoir justement les réinsérer dans notre société. Parce que là, ils sont complètement perdus. Et il va falloir... justement, à 14 ans, on est au début. Bon, je vais rectifier, Julien, je suis désolé. Donc, je suis au téléphone avec une magistrate, donc je me suis pas trompé. C'est bien 10 ans pour les petits comme les gros dealers. C'est du criminel, le trafic de stupes à la base, comme pour les petits que les gros. Le code pénal ne distingue rien. C'est 30 ans pour la bande organisée et c'est 10 ans pour les petits comme les gros. Alors c'est quoi ce délit de 5 ans et d'1 million? Non, mais ça, c'est une erreur en fait qui a été faite, mais c'est 10 ans pour les petits comme les gros dealers. Ouais. Voilà. Et simplement, quand on revient sur la justice, alors... Pardonnez-moi, ne le prenez pas mal, j'ai rien contre vous. Mais c'est des solutions qui marchent bien sur le papier, ce que vous proposez. Moi, je viens d'une cité et je viens d'une famille monoparentale. Donc, je me retrouve aussi dans cette partie de jeunesse à qui, en fait, on promet d'être djihadistes, dealers, rappeurs, footballeurs, et à qui on ne montre pas des exemples de réussite comme devenir, je sais pas, commissaire de police, devenir dirigeant d'entreprise, devenir énarque. Parce qu'il y a un schéma social qui se reproduit dans la société qui font qu'il y a les mêmes personnes, les mêmes milieux qui arrivent aux mêmes responsabilités. Vous regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de diversité. Je comprends bien qu'on veut mettre la parité, mais mettons de la diversité ethnique, géographique, socio-professionnelle, pour que déjà les jeunes se reconnaissent dans ceux qui les dirigent et ceux qui les représentent. Ensuite, Julien, vous parlez d'état d'urgence, mais à Marseille, on a un président de la République qui va venir dans quelques semaines. Alors si modestement on peut orienter un peu sa manière de voir les choses à Marseille, il faut un état d'urgence absolu sur tous les sujets. La rénovation urbaine, le logement, l'école, l'éducation des enfants, les parents. Urbaine. Si je peux juste terminer, je vous ai écouté, même si des fois... Allez-y, Mathieu. C'est moi qui fais la police, exceptionnellement pendant une heure. Non mais je suis atterré, moi Julien, j'entends beaucoup de commentateurs qui n'ont jamais vécu dans une cité, qui n'ont jamais même mis les pieds dans les quartiers nord. Et moi, vous savez, le principe de base, je suis un garçon simple, c'est l'éducation que ma mère m'a donnée. Elle m'a toujours appris que quand je savais pas, il fallait fermer sa bouche. Voilà, donc moi, c'est un sujet que je connais, c'est une ville dans laquelle j'ai travaillé, dans laquelle j'ai habité, dans ces quartiers nord. Et il faut arrêter de dire qu'il y a un système où tout le monde est enrôlé, où tout le monde est vérolé par ce système-là. Ce qui est sûr, c'est que la République, elle est en train de perdre des pans entiers de ses quartiers dans tous les niveaux. Et il n'y a que la police, par cette ficelle, qui tient ces quartiers. Alors, est-ce que je dis une bêtise si je dis que dans ces quartiers, il y a finalement deux parties de population? Ceux
qui ferment les yeux parce que d'une manière ou d'une autre, ils vivent de ça, et les autres qui ont peur et qui se taisent aussi. Exactement. Voilà. Il y a une omerta qui est installée depuis un certain moment, mais là où vous avez raison, c'est que ça fait 20 ans que tous les gouvernements successifs se cassent les dents sur la situation marseillaise. Et puis en plus, je ne vous parle pas de l'effet yo-yo désastreux. De 2012 à 2015, avec Manuel Valls, on avait une arrivée conséquente d'effectifs. De 2015 à 2019 à peu près, on a eu une régression de ces effectifs, et là on nous le remet à niveau. Comment voulez-vous qu'en tant que chef de service, commissaire ou commandant de police, vous dirigez des commissariats avec cet effet yo-yo là? Et vous avez raison de le dire, madame, la police ne peut pas tout, et quand moi je parle de la justice, le parquet de Marseille, pas de magistrats en renfort depuis 5 ou 10 ans. Monsieur Dupond-Moretti vient de Marseille. Qu'il annonce des magistrats du parquet, des juges d'instruction supplémentaires dans cette juridiction pour faire face à toute cette foule de procédures qui arrivent sur les bureaux des magistrats. Voilà. Et en même temps, on compte effectivement sur les magistrats du siège pour que les gros bonnets, les gros voyous, les gros trafiquants, ceux qui se mouillent pas les mains et qui font couler le sang à flot dans les quartiers nord de Marseille, quand ils sont interpellés, ils fassent les 10 ans encourus par la loi. Parce que au plus ils sont enfermés, au moins on est emmerdé. C'est ça la réalité. Et pour terminer mon propos, quand Benoît Payan a dit on va pas enfermer tout le monde, si, on va enfermer en tout cas tous ces gros trafiquants qui tiennent le trafic et qui font qu'ils imposent dans les prisons. Ah bah oui, ça fait 10 ans qu'on nous demande, qu'on nous promet des créations de places de prison. J'avais une question. 15 000 sur ce quinquennat, vous savez combien on en a fait? Un peu moins de 7 000. Parce que tous les ministres qui se succèdent, et je pense évidemment à Gérald Darmanin qui nous explique que pourquoi est-ce qu'il y a une résurgence de la criminalité là en ce moment à Marseille, c'est parce qu'on leur fait la guerre, c'est parce qu'on les empêche de travailler entre guillemets et qu'on essaye de démanteler ces points de deal. C'est quoi? C'est cette guerre du gouvernement contre la drogue qui crée cette explosion des violences, ou c'est aussi peut-être ces sorties de prison? Parce que vous avez des caïds qui sortent de prison après avoir purgé leur peine, qui veulent quoi? Qui veulent récupérer leur territoire et qui finalement continue et contribue à entraîner cette explosion des violences. Policièrement. Alors policièrement, je vous donne les réponses. La première, c'est qu'on a des gros... il y en a 3. Les gros benets, en fait, qu'on avait fait incarcérer par le travail de la police judiciaire sont en train de ressortir. Donc, ils veulent récupérer ces points de deal qu'ils avaient perdus en rentrant en prison. Voilà. Pour le peu que certains pilotent ça depuis leur cellule, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a des prisons qui sont un peu des passoires. Pas la faute de l'administration pénitentiaire, mais la faute au manque de moyens. Voilà, exactement. Ouais. La deuxième, c'est ces commanditaires à l'étranger, à Dubaï, dans les pays nord du Maghreb, où ces commanditaires depuis l'étranger pilotent ces trafics et font blanchir l'argent qui est récolté à flot par ces deals. Et enfin, vous avez des guerres entre cités. Entre, par exemple, les cités du 13e et du 14e arrondissement, je pense à la cité Bassins avec la cité des Oliviers, avec la Paternelle et toutes ces cités-là, ils veulent se récupérer les points de deal, et vous avez aussi l'effet désastreux des matchs retour. Quand on a tué des petits copains, des camarades, ou en tout cas des membres du réseau à la cité de la Paternelle... C'est passé hier, c'est peut-être une représailles d'ailleurs. Mais bien sûr. Donc vous avez tout ce melting pot explosif sur lesquels la police elle est bien seule, et sur lesquels, moi je vous le dis encore une fois, je sais que ça embête certains de dire que la police judiciaire elle fait pas son travail, elle fait plus que son travail. Vous savez que ce week-end, donc vendredi soir, vous avez eu Saint-Loup, samedi à dimanche, vous avez eu les Chartreux dans le 4e. Donc vous avez tous ces policiers qui essayent au maximum de faire leur travail. Maintenant, on l'a dit, on l'a redit, seul on peut pas tout, mais malheureusement, quand j'entends certaines propositions des élus locaux qui nous donnent des choses hors sol, je suis pas très optimiste sur l'avenir de cette cité phocéenne qui, encore une fois, a plein de choses à exprimer positives et dont ces quartiers nord, en fait, ont toujours été oubliés. C'est pour ça que ça marche pas. Il n'y a pas eu d'investissement dans ces quartiers nord depuis 30 ans. Pour conclure, je crois que quand il y a une volonté politique, on met vraiment tous les moyens pour y arriver. Et un de vos invités précédemment parlait de New York dans les années 90, où là c'était terrifiant. Et on a réussi à remettre une sécurité. Donc Marseille, il n'y a pas de raison que ça ne redevienne pas non plus une ville. Vous avez raison de... Et à New York, c'est passé par une politique drastique, ultra ferme, celle de la tolérance zéro à l'époque. Bon. On va marquer notre première pause. Je vais remercier Béatrice Lecouturier d'avoir été avec nous pour cette première heure. On marque une pause. Le rendez-vous maintenant, c'est qu'on retrouve Elliott Deval dans 3 minutes pour un point sur l'actualité. Et on poursuit nos débats, notamment avec le professeur Perromort qui nous rejoindra. Mais on parlera aussi de l'Afghanistan et cet Afghan rapatrié déjà soupçonné de lien avec les talibans. Ça commence à peine qu'on a déjà ce caillou dans la chaussure. Ça pouvait pas pire de commencer de la pire des façons. C'est fait. La pause. Je remets mes mots à l'endroit et on se retrouve. À tout de suite. Soir Info, nouvelle formule, version 2021-2022. C'est parti avec cette deuxième heure qui débute. On est avec nos invités. Le débat jusqu'à 23h dans un instant. Mais vous l'avez reconnu, évidemment, le sémillant Elliott Deval qui nous a rejoint pour, comme chaque soir, à la même heure. Donc, un point complet sur l'info avant de repartir sur nos débats. Bonsoir Elliott, merci d'être avec nous en Afghanistan pour commencer. Et on en parlera évidemment dès le début de la partie débat. Les évacuations se poursuivent. Parmi les personnes rapatriées, un Afghan arrivé
arrivé sur le sol français soupçonné d'être lié aux talibans. Il a été placé sous surveillance ainsi que 4 de ses proches, eux aussi exfiltrés. Tous font l'objet de mesures de restriction de liberté. Alors qui sont ces individus? Comment ont-ils pu être exfiltrés? Sandra Buisson du service police-justice nous explique tout. Cet Afghan a quitté Kaboul à bord d'un vol affrété par la France le 18 août. Et ce qu'on sait de lui pour l'instant, c'est qu'il a beaucoup aidé à l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul, mais qu'il a aussi été vu et qu'il a reconnu d'ailleurs avoir tenu dans la capitale un checkpoint pour les talibans en étant armé. Et il a admis son appartenance à ce mouvement fondamentaliste. Donc pour les autorités, il y a des raisons sérieuses de penser que cet homme peut représenter une menace et il va falloir enquêter pour mettre ses soupçons au clair. C'est pour ça qu'une fois arrivé en France, il a été placé au même titre que 4 personnes de son entourage sous MICAS, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à une sorte d'assignation à résidence renforcée et ils sont aussi suivis étroitement, nous dit-on, par la DGSI, le temps de clarifier leur situation. Pourquoi est-ce que cet homme est arrivé jusqu'en France? Le ministre dit que vu le désordre à l'aéroport de Kaboul, il est très difficile de faire les enquêtes de sécurité sur place et que ça a pu être fait, mais seulement une fois arrivé à Abu Dhabi et ça a été fait par la DGSI. Mais la décision a été prise quand même de l'emmener en France, notamment parce qu'il risquait des représailles pour avoir aidé à l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul. Et on enchaîne avec ce rapatriement sous haute surveillance qui fait déjà polémique. Ouais, les réactions politiques, Julien, se multiplient. Regardez celle de Marine Le Pen. Le devoir d'accueil de la France passe au second plan quand la sécurité des Français est menacée. Cet impératif tombe sous le sens, sauf pour le gouvernement. Colère du côté du député Les Républicains Éric Ciotti. Le risque de 5e colonne. Et là, les talibans peuvent envoyer leurs soldats en France dans le flot des réfugiés. J'appelle le gouvernement à contrôler bien plus sévèrement le rapatriement. Nos propres avions de transport ne peuvent devenir le cheval de Troie des talibans. Alors, l'expression de 5e colonne désigne en fait un traître qui serait embusqué à l'intérieur d'un pays ou d'une armée, prêt à surveiller, à se réveiller pour prendre à revers la France lors d'une attaque extérieure. On en a longuement parlé dans la première partie. Marseille qui vit au rythme des règlements de compte. Ce week-end, 3 hommes ont été tués en pleine rue. La cité phocéenne, gangrénée par le trafic de stupéfiants depuis le début de l'année. La guerre des gangs a fait plus d'une dizaine de victimes. Maxence Gilles. Les détails sont terrifiants. Dans la nuit de samedi à dimanche, en pleine rue, un homme de 27 ans est battu, traîné sur le sol avant d'être enfermé dans le coffre d'une voiture. Son corps, calciné, est retrouvé dans le véhicule à quelques kilomètres. Les éléments de l'autopsie démontrent que la personne était vivante au moment où l'incendie a été mis au niveau de la voiture. Déjà condamné à 12 reprises pour différentes infractions, l'individu n'est pas la seule victime de ce week-end meurtrier à Marseille. La même nuit, 2 hommes sont abattus de plusieurs balles de calibre 9 mm et de fusils d'assaut. Les 2 personnes ont été prises pour cible par 2 tireurs arrivés dans 2 voitures. L'une des victimes est atteinte uniquement avec du 9 mm et l'autre avec les 2 armes en fait. Et on voit effectivement au niveau de l'autopsie des conséquences extrêmement lourdes, bien évidemment, des impacts d'armes, notamment armes de guerre. Connus des services de police, les 2 victimes n'avaient jamais été condamnées mais devaient bientôt comparaître pour 2 affaires différentes. Pour le moment, aucun lien n'est établi entre les 2 événements. Et on enchaîne ce journal avec la crise sanitaire. À présent, le point sur les chiffres de l'épidémie, Elliot. Plus de 2100 patients sont admis en soins critiques sur tout le territoire. 44 décès recensés. Et ces chiffres de la contamination qui sont en baisse, plus 17 300. On était un peu plus de 25 000 la semaine dernière, Julien. Un point sur la vaccination également. Près de 47 500 000 Français ont reçu au moins une première dose, qui représente un peu plus de 70% de la population. Il reste donc une semaine pour atteindre l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés sur l'ensemble du pays. Et un peu plus de 40 millions de Français ont une couverture vaccinale complète. Direction la Martinique, la situation reste toujours très critique. Les hôpitaux sont surchargés. Plus que surchargés, même avec une tension hospitalière estimée à plus de 500%. Les autorités font face à une population en détresse. La plateforme SOS Crise dédiée aux personnes en difficulté psychologique fait face à une vague de demandes. Audrey Berthaud. Quand vous êtes déprimé et que vous ne voulez pas parler à vos voisins ou vous voulez voir personne, il ne faut pas hésiter à appeler SOS Crise. L'association croule sous les appels.
Des appels de détresse de Martiniquais inquiets face à la reprise galopante de l'épidémie. Souvent, on a des personnes qui se disent envahies par toutes les informations qu'elles reçoivent à la télé, que c'est anxiogène, que ça fait peur, qu'elles ont peur de mourir aussi, qu'elles ont peur du vaccin, elles savent pas quoi faire. Depuis quelques semaines, l'association remarque un épuisement général de la population. On constate que beaucoup de personnes, d'adultes et d'enfants n'ont pas eu ces temps de repos auxquels ils espéraient. La plupart des gens que je connais me disent mais ils n'ont pas eu les vacances qu'ils avaient imaginées, ou extrêmement réduites ou complètement bouleversées. Et on leur dit maintenant il faut se préparer pour la rentrée. La situation épidémique reste hors de contrôle dans les dom-toms. En Martinique, le taux d'incidence avoisine les 1000 pour 100 000 habitants. Ma carrière hospitalière s'arrête au 1er septembre, quoi qu'il arrive. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le professeur Raoult sur notre antenne ce matin. Et le mois prochain, il devrait quitter la structure qu'il a fondée en 2011, l'IHU Méditerranée. Un départ qui suscite la colère de nombreux anti-vax et anti-pass sanitaires. Touche pas à Raoult, ont-ils scandé à Paris, et bien sûr à Marseille lors du 6e samedi de mobilisation. Un soutien bienvenu, selon le professeur. On l'écoute. J'avais un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait M. Grenelle, qui était le doyen de la faculté de médecine, qui m'a embranché dans ces histoires technico-administratives, qui me disait, je suis d'accord avec lui, tu sais, je préfère les compliments aux coups de pied aux fesses. Je suis assez d'accord. Donc vous prenez tous les soutiens Écoutez, les gens qui m'aiment bien, les gens qui me soutiennent, les gens qui disent que je suis un type bien, je leur suis plutôt reconnaissant que ceux qui disent que je suis un fou, que je suis un imbécile ou que je suis un salopard. Enfin, je suis un humain normal. Allez, un dernier mot de sport. D'ailleurs, c'est pas forcément du sport, Elliot, ce qui s'est passé hier, les incidents qui ont émaillé le match entre Nice et Marseille, bagarre générale entre joueurs, supporters qui a éclaté. Le match a été interrompu, n'a jamais repris. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, notamment pour jet de projectiles, violence volontaire aggravée. Un homme de 28 ans a été placé en garde à vue ce soir, soupçonné d'avoir frappé un joueur de l'OM. Selon le procureur de Nice, d'ailleurs, il s'agirait a priori d'un supporter niçois. Les deux clubs se sont convoqués dès mercredi par la Ligue de football professionnel en commission de discipline. C'est elle qui décidera des sanctions et du sort de la rencontre, Julien. Merci beaucoup, Elliot. On vous retrouve à 22h30 pile pour les éventuels retardataires de l'actu, avec un point complet sur les titres les plus importants. Je vous remercie. Est-ce qu'on a un petit jingle pour remercier Elliot ? On n'en a pas. On n'en a pas. Alors, c'est direct. direct. Non, mais c'est parce que vous allez céder votre place à Jacqueline Eustache-Brinio. On va le faire en direct. Vous pourriez, mais je préfère Jacqueline Eustache-Brinio pour être tout à fait honnête, en tout cas pour ce débat. De dire que vous étiez en train de me manquer. Est-ce que vous voulez me faire perdre encore quelques secondes, Elliot ? Jamais. Merci à vous. Merci à vous. On est en direct. Jacqueline Eustache-Brinio qui nous rejoint à 22h passées de 5 minutes. Bonsoir madame, sénatrice Les Républicains du Val d'Oise. On entame cette deuxième heure avec vous, toujours en compagnie de Laurence Saillet, de William Tay et de Mathieu Vallet. Je vous le disais tout à l'heure, le professeur Perromort va nous rejoindre parce qu'on a beaucoup de choses à dire autour des dernières déclarations du professeur Raoult ce matin sur notre antenne. Mais d'abord l'Afghanistan. L'Afghanistan, bon, la situation déjà, les opérations d'évacuation qui prennent du temps, la situation qui se tend un peu plus chaque jour, des civils qui ont péri dans des scènes de panique qui succèdent à l'aéroport. Dans ce contexte, l'Occident et la France se posent la question d'un potentiel afflux massif de migrants fuyants. Les candidats au voyage, ils sont de plus en plus nombreux. Et alors que les Français se posent cette question depuis quelques jours du risque terroriste, eh bien voilà ce qu'on apprend aujourd'hui. Un Afghan rapatrié en France, présumé proche des talibans par les autorités françaises, a été placé sous surveillance. Il n'est pas seul, ils sont 4 autres rapatriés, 5 au total, donc qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prévue dans le cadre des lois antiterroristes. On va en discuter longuement parce que ça fait tâche quand même après seulement quelques jours après le début de cette crise en Afghanistan. Harold Iman du service international, spécialiste des questions internationales, est avec nous depuis la rédaction. Bonsoir Harold. Bonsoir. La question elle est très simple Harold, et vous l'imaginez, comment ces 5 hommes ont pu entrer sur le territoire français sans être filtrés par nos services avant même de franchir la frontière? Alors, ils ont été repérés à Abu Dhabi, mais remontons un peu. Il y en a un seulement qui est reconnu comme taliban, et les autres sont ses comparses, sans nécessairement avoir cette étiquette de taliban. Cet homme avait été aperçu en train de tenir un point de passage, un checkpoint dans Kaboul, sur des images, et il avait évidemment un
une arme, comme tous les talibans. Et il a ensuite aidé, apparemment, à l'ambassade de France dans l'évacuation des personnes qui s'y trouvaient. Donc, il a joué un rôle très positif pour la France. Et ensuite, il a été embarqué, on ne sait pas en vertu de quel papier, quel laissez-passer. Et à Abu Dhabi, la DGSI, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a remarqué qu'il était sur ces photos comme taliban. Et il l'a reconnu. Mais trop tard, on ne reste pas à Abu Dhabi. Ce n'est pas vraiment une base française souveraine. Il faut partir tout de suite. Donc, il est arrivé à Roissy où tout de suite, il a été mis en restriction de liberté. Il doit pointer tous les jours à la police. Mais on ne pense pas pour l'instant qu'il soit particulièrement dangereux. Et on n'a pas encore statué sur ces 4 comparses. Mais voilà. Il y a encore des zones d'ombre dans cette histoire, c'est-à-dire comment se fait-il qu'un taliban aidé à l'évacuation de l'ambassade de France. Merci beaucoup Harold Iman pour ces précisions. Jacqueline Eustache-Bregnaud, on est chez les fous. On est chez les fous. Il ne pouvait rien arriver de pire dans la situation actuelle. C'est évident. D'abord, pour 2 raisons, pour plein de raisons. D'abord, parce que les Français se posent des questions sur l'arrivée des Afghans. Je pense que depuis le début, et nous le disons souvent sur les plateaux, nous avons bien conscience qu'il faut protéger celles et ceux qui nous ont aidés, les intellectuels. Voilà, ça, on est d'accord. Évidemment, c'est pas du tout la question ce soir. Là, on a des terroristes en puissance qui rentrent chez nous. Là, je suis désolée, il va falloir qu'on nous donne des explications. Les talibans, c'est pas n'importe qui. Alors, votre journaliste dit, on ne sait pas s'ils sont dangereux. Moi, je ne suis pas persuadée que les talibans ne soient pas en permanence dangereux. Les mecs en chalvar, en claquette, avec leur truc sur le dos, parce que voilà, moi, je connais un peu ces pays. Donc c'est dramatique. Vous avez entendu Jean-Yves Le Drian. Oui. On va attendre de savoir si ce sont des talibans inclusifs. Non, mais oui, talibans inclusifs, c'est vrai que... mais ça, là, voilà. est magnifique, non, mais également. Dire, Sérieusement. Non, mais ce qui pose question, c'est-à-dire que monte dans les avions n'importe qui. Et moi, j'aimerais bien savoir quel laissez-passer il avait pour venir avec ses copains, parce qu'ils sont 5. On nous dit, il y en a un qui est sur surveillance. Mais on explique qu'ils ont aidé à la France à libérer son ambassade. Est-ce que vous avez vu le bazar à Kaboul aujourd'hui? Quand on regarde les images, le mec yeux, évidemment. Voilà. Ouais. Bon, donc voilà, on fait venir des fous furieux, des dangers pour notre démocratie, des dangers pour notre. Vous savez, les Afghans, c'est pas des petits agneaux. Hein. Il y en a à Calais. Il y en a à Calais des Afghans. Il faut voir un peu, parce que voilà, on nous parle des talibans, mais il y a aussi une partie des Afghans qui sont voilà, traditionnellement des gens violents, qui ont un rapport avec les femmes extrêmement compliqué. Quand même, hein, voilà. Vous allez à Calais, vous avez des agriculteurs. Et dans leur très grande majorité, lorsqu'ils arrivent en France, ce sont des hommes, hein, d'ailleurs. On se demande où sont les femmes réfugiées demandeuses d'asile. Bien sûr, parce qu'ils n'en ont rien à faire, les femmes, et pour cause. Hein, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que tout ça est simple. Il ne faut pas croire que c'est des gens qu'on va intégrer aussi facilement. Il ne faut pas croire que ce sont des gens qui vont partager nos valeurs. Je finis ma phrase sur Calais. À Calais, quand vous allez, moi j'y suis allée fin mai, vous avez quand même des agriculteurs qui disent, nous, nos femmes, elles ne vont plus dans les champs. Il y a un apiculteur qui dit, ma femme va plus récupérer le miel parce qu'on a peur qu'elle se fasse violer dans les champs par les Pakistanais et les Afghans, parce qu'ils ont un rapport avec les femmes très compliqué. Donc voilà, alors là, non seulement, voilà, c'est quand même très compliqué de gérer cette population, mais là, on fait rentrer des talibans, nos ennemis. Mais vous savez, ces gens-là, parce qu'on nous dit, on ne sait pas s'ils jouent avec le temps. Regardez, 20 ans, ils sont revenus. C'est ça leur force. Ils ont du temps. Ils ont du temps. Ce sont des gens qui ont du temps. Le temps n'a pas d'importance pour eux. Ils ont mis 20 ans. Pendant 20 ans, on n'a pas réussi à pacifier ce pays pour X raisons. Et ils sont revenus, ça ne leur pose pas de problème. Donc c'est quand même très grave. Et je suis désolée. Le gouvernement doit nous donner des explications. Le gouvernement doit nous donner des réponses. Et les Français aujourd'hui sont en droit d'attendre ces réponses. Parce que les Français aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent ? Stoppons l'arrivée de tous ces gens-là, alors que nous avons un devoir d'en protéger certains. Ça, c'est évident qu'on aurait déjà protégé depuis longtemps. Il y a bien longtemps qu'on aurait dû en faire revenir certains. Et voilà, donc moi j'entends les Français qui disent « on va stopper tout ça, parce qu'on ne va pas venir chez nous des gens qui peuvent se retourner contre nous. » C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une faute majeure. Et politiquement, vraiment. Les réactions, elles sont pas tardées. On va juste regarder 2-3 tweets ensemble. Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement
National. Non, mais je ne vais pas citer que Jordan Bardella, vous allez voir. L'Afghan tout juste accueilli est déjà sous surveillance pour risque terroriste. La politique migratoire conduite par les irresponsables qui nous dirigent est criminelle. Chez les Républicains, on a réagi également par l'intermédiaire d'Éric Ciotti notamment, qui n'est pas le seul. Le risque de 5e colonne est là. Les talibans peuvent envoyer leurs soldats en France dans le flot de réfugiés. J'appelle le gouvernement à contrôler bien plus sévèrement les rapatriements. Nos propres avions de transport ne peuvent pas devenir le cheval de Troie des talibans. Je crois que Gérald Darmanin a voulu répondre également sur Twitter. La France est humaine, mais elle est aussi vigilante. Dans la gestion de la crise afghane, le gouvernement continuera de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des Français, comme ça a été le cas ce week-end. Ah bah oui, bien joué. Rassuré, en effet. Bah alors là, on a assuré. Parfait. C'est-à-dire qu'on les a pas laissés à Abu Dhabi. On leur a dit venez dans l'avion et puis on vous laissera à Roissy. Oh, vous irez pointer au commissariat toutes les 24 heures. Ça ira très bien, William Tay. C'est vrai que je suis un peu caricatural, je m'entends moi-même. Mais il y a un moment, je veux dire, c'est dingue, c'est dingue. Non, c'est dingue, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une difficulté, c'est que l'aéroport de Kaboul n'est pas tenu par les Français, il est tenu par les Américains. On est dans une situation d'urgence. Et par les talibans. Et par les talibans. Donc en fait, les Français, ils ont pris les premiers types qu'ils voyaient, et donc du coup, ils ont fait ça le plus rapidement possible. Et c'était très difficile. Non, mais là, vous dites n'importe quoi. Chacun va parler, vous inquiétez pas. Et c'était très difficile. Mais vous avez vu les images, vous avez vu des gens qui s'accrochaient aux avions. Ils avaient des laissés passer, mais pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont inclus. Et quand vous surveillez un avion, il y a des gens qui sont en difficulté, qui se disent pourquoi est-ce qu'ils ne monteraient pas, parce qu'il reste 2-3 places. On ne peut pas gérer les choses comme ça. On ne peut pas gérer. Laissez-moi terminer. Donc il y a une difficulté qui est liée au fait qu'on ne tient pas la zone. Si par cas on tenait la zone, effectivement on tenait la zone jusqu'à dimanche dernier, il n'y a pas eu d'arrivée d'Afghans ou de terroristes, etc. Donc on tenait la zone et maintenant qu'on ne la tient plus, c'est de plus en plus difficile. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on fait alors ? Deuxième point, c'est pourquoi est-ce que quand il est arrivé à Abu Dhabi, par contre là, on ne l'a pas attrapé. Là c'est différent. Là la faute du gouvernement est enclenchée. Pas pour Kaboul, mais sur la question d'Abu Dhabi. Après, troisième point, c'est que les forces de l'ordre et les renseignements ont été efficaces, ont réussi à repérer la personne très rapidement, donc on peut se satisfaire du fait qu'on ait des renseignements. Qu'est-ce qu'il fait encore en France aujourd'hui ? En fait, la difficulté, c'est que maintenant qu'il est en France, c'est difficile de l'expulser. C'est difficile de l'expulser. On n'a pas de lien avec le gouvernement taliban. On a un taliban sur le territoire français, mais c'est le premier avion retour. C'est la question qui va se poser, c'est la question de la pertinence de la législation actuelle et de l'état de droit et de l'influence des législations étrangères comme la CEDH. Et la réponse est dans la question. Et la réponse est dans la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause les différentes conventions que nous avons signées sur la question de l'accueil et des migrants, parce que le cadre actuel ne le permet pas, parce qu'à partir du moment où vous avez accueilli la personne, vous ne pouvez pas l'expulser comme ça très rapidement. Sauf que ça devrait être le b.a.-ba. Il y a un taliban terroriste en puissance qui vient d'entrer sur le territoire français. Les services intérieurs sont au courant. Pardon, il doit prendre le premier avion pour Kaboul. Juste un point. On sait qu'il est taliban, on n'est pas sûr qu'il soit terroriste. Et il y a une distinction. Les talibans ne sont pas compatibles avec nos valeurs et notre vision de la démocratie, mais ce ne sont pas forcément des gens qui vont commettre des actes terroristes en France. Mais ils n'ont rien à faire chez nous, les talibans. Les talibans, ils n'ont rien à faire chez nous. Ils ne partageront jamais les valeurs de la France. Non, mais moi je pense qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Mais la difficulté, c'est qu'avec l'état de droit classique, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il est supposé terroriste. Attendez, Laurence, les talibans ont leur place en France ? Non. Non. Et je vous vois exaspéré, soufflé. Non, mais autant je partage avec Madame la sénatrice la colère et la demande d'explication, etc. Évidemment, autant on ne peut pas, Monsieur T, assis sur un tabouret, asséner des choses de la sorte, à dire qu'on n'a pas le contrôle. Oui, tout ça, c'est sur un tabouret, là. Je sais, mais aussi, Laurence. Un peu de respect pour les gens qui sont en train de mener les opérations. Nos militaires. Kaboul, madame. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Nos militaires qui sont en opération, là, ce qui s'est passé, bien sûr, est grave. Il faut des explications, etc. Pour autant, on ne va pas non plus raconter que les mecs montent dans l'avion comme ça, pim-pam, etc. Il y a un peu de respect pour nos armées, pour les membres du GIGN qui escortent, pour les gens qui mettent leur vie en danger, etc., pour mener les opérations. Qu'il y a un véritable problème avec ce cas en particulier qu'il faut traiter, évidemment. Et il n'y en aura pas qu'un. Il n'y en aura pas qu'un. Il y en a peut-être. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous parlez au futur, Laurence. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui ? Est-ce qu'on sait le profil de tous les Afghans qui sont entrés en France depuis 5 jours ? Je ne veux pas dire coup de chance qu'on les repérait, mais il y en a d'autres. Voilà, mais coup de chance. J'aime pas le mot chance parce que, mine de rien, il est quand même sur le territoire. Et je suis d'accord sur le fait qu'il va pouvoir se poser la question du renvoi. Mais bien évidemment qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas repérés et qui vont s'infiltrer. Dans toute opération de rapatriement, malheureusement, il y a ce risque. Comme tous les illégaux qui rentrent, comme tous ceux qui viennent du Maroc, qui rentrent par Ceuta et Melilla en franchissant les grillages et qui sont des terroristes, etc. etc. Donc on ne va pas faire comme si on découvrait ce qui, malheureusement, nous pend au nez, c'est-à-dire l'infiltration de terroristes au milieu des personnes
personnes à la fois qui seront rapatriées et même de personnes à qui on va donner l'asile en pensant que ce sont des gentils humanistes, parce que la taquilla, etc., on sait bien comment ça fonctionne. Mais simplement, on ne peut pas non plus... Pour nos téléspectateurs, la taquilla, c'est de se faire passer pour un occidental, quelqu'un d'autre, mais enfin, en cachant le fait d'être terroriste. Par exemple, aider à déménager l'ambassade de France, par exemple, pourquoi pas, pour monter dans un avion et ensuite commettre un acte terroriste. Voilà ce que c'est que la taquilla. C'est qu'on peut être en colère et qu'effectivement, franchement, on est tous conscients du risque, mais on ne peut pas dire non plus que les opérations de rapatriement se font au petit bonheur la chance, etc. Parce que ça, ce n'est pas la vérité. On a juste cette information ce soir. Non, mais Monsieur T, il disait là-dessus, c'est ça qui me faisait bouillir sur ma chaise. Excusez-moi, vous pouvez pas dire que c'est comme ça que ça se passe. Si ces 5 individus, et notamment ce taliban, est identifié ce soir, c'est qu'il y a quand même une part de naïveté de la part de nos autorités, de la façon dont on a rapatrié les Afghans. C'est d'avoir repéré. On peut quand même, excusez-moi, ça va faire bondir tout le monde, mais heureusement que nos services de renseignement l'ont repéré déjà. Oui. On peut pas non plus tout jeter comme ça en disant que tout le monde est nul et tout le monde fait n'importe quoi. Je crois qu'on met pas en cause les services de renseignement. On met en cause la manière dont les gens sont triés pour rentrer avec une vraie légitimité à rentrer chez nous. Non, mais c'est ça la ce qui me gêne plus, c'est le traitement actuel de cette si la police n'avait pas autre chose à faire. Et de faire, voir ce qu'on peut en faire. Et effectivement, là, il faut voir le procès. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais moi, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'on fait. Je n'ai pas les détails de ce dossier. Enfin, je veux bien qu'on doit tout commenter. Mais vous avez un taliban qui est rentré en France hier. Voilà. Il y a besoin de détails parce qu'il y a juste, pour mettre quelqu'un dans un avion et faire atterrir l'avion là-bas, ce n'est pas un détail. Vous voyez, il y a des protocoles et des processus que je ne connais pas et que, à mon avis, vous ne pouvez pas mettre des gens dans un avion et les renvoyer en Afghanistan direct. Mais on peut le vouloir et on peut tous dire que c'est ce qu'on veut. Bien sûr que c'est ce qu'on veut. Renvoyer tous les immigrés illégaux chez eux, etc., sur un claquement de doigts. Mais c'est pas comme ça que ça se fait, ni sur un coup de tweet. Madame Le Pen, je veux bien, on dirait qu'elle est sur son canapé avec son téléphone et qu'elle attend qu'il se passe quelque chose pour envoyer un tweet. Mais il n'y a pas qu'elle. Les autres qui font des propositions. Tout le monde en parle. Hein. Vladimir Poutine, tiens, vous avez entendu, ça va jusque... Je pense qu'il serait bien de regarder chez lui ce qui se passe un peu aussi. Bah, écoutons le président russe, Mathieu Vallet, vous prendrez la parole derrière, parce que parmi ces réfugiés qui vont affluer, combien de bombes humaines potentielles infiltrées dans leur rang. Écoutez le président russe qui, lui aussi, dans une conférence de presse, s'est inquiété de la situation. Nos partenaires occidentaux demandent avec insistance d'accueillir les réfugiés dans les pays d'Asie centrale jusqu'à ce qu'ils aient un visa pour les États-Unis ou pour d'autres pays. Mais qui peut être caché parmi ces réfugiés? Comment peut-on le savoir? C'est vraiment crucial pour notre sécurité et cela influe directement sur nos citoyens. C'est pourquoi c'est une priorité des plus importantes et notre ministre des Affaires étrangères travaille dessus. On ne veut pas que des combattants déguisés en réfugiés viennent dans notre pays. On espère que cela ne se passera pas de cette manière. Voilà, inquiétude un peu partout en Europe, en Russie également. Et forcément, cette histoire, Mathieu Vallet qui n'a pas encore réagi, ça jette un doute aussi énorme sur cet énorme pont aérien qu'on est en train de mettre en place entre l'Afghanistan et la France. D'abord, je vais me permettre de saluer le travail des gardes de sécurité diplomatique, du RAID et du service de la protection, ces directions de la police qui ont fait l'évacuation et l'extraction de l'ambassadeur et de tous les services français de Kaboul à Paris. On en a très peu parlé, je veux rendre hommage à leur héroïsme, à leur force de conviction, à leur courage pour, dans des conditions matérielles et humaines très difficiles, avec très peu de moyens, avoir accompli en très peu de temps cette extraction de Kaboul à Paris. Ensuite, il faut dire la vérité aux Français. Est-ce qu'on a oublié les attentats du 13 novembre? Vous savez qu'actuellement, dans nos prisons, on a 2 détenus qui sont soupçonnés d'avoir profité de la crise migratoire grecque pour avoir pénétré dans l'Europe et en France et être les complices et les artificiers des attentats du 13 novembre. On n'apprend pas de nos erreurs? Mais justement, il faut regarder l'histoire. Est-ce que... Je suis obligé de vous dire aujourd'hui, avec les renseignements qu'on a et les informations qui me parviennent, c'est qu'aujourd'hui, il y a un risque effectivement que dans cette détresse humanitaire où effectivement la France s'honore à accueillir ces réfugiés qui sont en situation de guerre et dont vous avez bien raison, Madame la sénatrice, d'évoquer la situation des femmes, il peut y avoir parmi ces réfugiés des terroristes qui ne passeront pas à l'acte immédiatement, mais qui, après avoir passé un certain temps sur le territoire, parce qu'il faut se dire comment ça fonctionne, nos excellents collègues de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, vous savez, c'est ces hommes de l'ombre qui suivent le spectre haut du terrorisme, en tout cas de ceux qui sont soupçonnés de commettre des actes violents sur le territoire. Ils vont suivre ces individus comme ils le font depuis qu'il y a eu ce soupçon sur cet Afghan. Mais ils vont le suivre combien de temps? Avec quels moyens? Et au détriment de quel autre objectif? Vous avez actuellement, il ne faut pas l'oublier, Julien, beaucoup de personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme, plus d'une 40aine cette année, qui vont sortir et qu'il va falloir aussi suivre. Parce qu'on n'est pas certain
Moi, j'ai ma réponse. Ils ne sont pas du tout sevrés de leur idéologie terroriste pour commettre des exactions sur le territoire. Donc, il va falloir les suivre aussi, ces gens-là. Donc, aujourd'hui, il y a un gros risque. C'est que dans cette détresse humanitaire, là où la France s'honore à accueillir ses réfugiés, on a des terroristes en puissance qui passeront à l'acte, peut-être pas tout de suite, mais dans 5, 6, 10, 12 mois, mais en plus qui vont faire l'objet d'un suivi de nos services de renseignement, qui vont prendre de la matière humaine, de la matière réelle. Non, mais c'est important de le dire, au détriment, parce qu'on ne peut pas être partout, d'autres objectifs, notamment ces individus condamnés qui vont ressortir. Et c'est là aussi la grande question. C'est que vous avez raison de dire qu'il faut regarder dans le rétroviseur pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. On a eu des terroristes présumés, puisqu'ils ne sont pas encore condamnés par une justice, qui sont en prison et qui ont profité de la crise migratoire grecque, en tout cas, rappelez-vous, il y a 5 ans, de la Grèce qui était en situation d'urgence absolue de migratoire, qui a accueilli toute la misère du monde et dont des terroristes présumés ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Ça pose la question de Frontex, par exemple, cette agence européenne qui est chargée de garder nos frontières. Et ben voilà, on peut avoir effectivement un risque accru. Jacqueline Eustache-Brinio, il y a eu cette proposition il y a quelques jours de la droite d'un référendum sur l'immigration. Là, on est dans une situation, vous estimez qu'il faut fermer le robinet en urgence ? Mais je pense que nous, la droite, comme vous dites, ça fait longtemps qu'on le dit. À chaque fois qu'on a voulu proposer des choses au gouvernement actuel, d'ailleurs, moi je ne suis pas sénatrice depuis 25 ans, je suis sénatrice depuis 2017. Donc sur les textes de loi sur lesquels on a débattu sur l'immigration, le gouvernement n'a jamais voulu mettre de limite. Il a d'ailleurs, on attend toujours, parce que le président de la République nous avait promis d'avoir un grand débat sur ce sujet. On ne l'a jamais eu. On ne l'a jamais eu. Donc voilà. Donc oui, c'est un problème. Oui, les Français veulent que ça change. Par exemple, l'Autriche a tranché là, sur cette crise afghane. Alors, on connaît évidemment le positionnement du Ils ont moins d'état d'âme Premier que nous ministre sur certaines choses. Autrichien, mais refus total d'accueil pour des raisons de différence évidente, de culture, d'assimilation. Mais c'est évident que c'est une question qui se pose, parce que quand on parle de l'immigration, je sais très bien qu'on me rabâche toujours qu'il y a eu l'immigration espagnole, l'immigration italienne, l'immigration polonaise. Mais arrêtons, on ne parle pas des mêmes choses. On ne parle pas des mêmes choses. Pourquoi on a eu des générations qui se sont intégrées? Parce qu'on partageait les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on partage avec un taliban? Rien. Rien. Et ces gens-là, ils vont vivre en chalvar toute leur vie chez nous. Voilà. Non, mais c'est clair. Parce qu'ils sont dans leur pratique. C'est les leurs. Moi, je les respecte. Sauf que ce n'est pas ici. Et donc là, aujourd'hui, les Français, tous, parce que on dit toujours la droite, mais il y a des gens de gauche aussi qui partagent les mêmes choses que nous sur ce sujet. C'est un vrai sujet sur l'avenir. Oui, avec moins de courage. Alors voilà, parce que ça fait moins de force, moins de courage, parce que ça fait. Non mais ce que je veux dire, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui, nous écrivons et nous dessinons la France de demain. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité de dire stop, ça suffit. D'une part, parce qu'on intègre mal, parce qu'on exige... Ah ben si, on n'exige rien. On n'exige rien. C'est-à-dire que, voilà, dans ma commission de titres de séjour, je préside la commission des titres de séjour du Val d'Oise. Donc je peux vous dire, je suis intarissable sur ce sujet, je pourrais vous en raconter des vertes et des pas mûres. Moi, je rencontre des gens qui sont là depuis 10-12 ans, qui ne parlent pas un mot de français. Mais pas un. Quand je vous dis pas un, moi ça me saoule, j'ai pas envie de parler en anglais quand je suis en France à la préfecture du Val d'Oise. Donc je parle français. C'est de leur faute ou c'est la faute de l'État qui n'a pas réussi à les assimiler? Les deux, parce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une partie de cette immigration plus récente qui est tellement éloignée de nos codes et de nos valeurs qui reste dans leur communauté. Nous avons aujourd'hui dans ces commissions beaucoup de Pakistanais, peu d'Afghans, mais des Pakistanais, des populations qui sont très très éloignées. Et puis en plus, je pense qu'il faut quand même le dire, nous générons aussi une misère parce qu'une partie d'entre eux sont totalement exploités par leurs potes dans des appartements qui sont vraiment ignobles parce qu'il y a des marchands de sommeil dans leur propre communauté. Ils sont exploités parce qu'ils travaillent au noir, tout le monde le sait. Donc voilà, et tout le monde se satisfait de ça. Donc stop, arrêtons, dénonçons tout ça et arrêtons un petit peu de vouloir... Alors on en dit encore un mot. Laurence, vous prenez la parole juste après, William Tay ensuite aussi. Je voudrais juste qu'on entende Valérie Pécresse ce matin qui s'est exprimée sur cette question. Pour résumer ce qu'elle dit, il ne peut pas y avoir un accueil inconditionnel de tous les Afghans. Le défi aujourd'hui pour la France, c'est de stopper l'immigration. Une immigration incontrôlée qui s'ajoute à une intégration ratée, ça peut disloquer notre pays à terme. Donc, bien sûr, il ne peut pas y avoir d'accueil inconditionnel de tous les Afghans en France. Si tous les Afghans quittent leur pays, qui organisera la résistance aux talibans ?
quand l'Afghanistan pourra-t-il retrouver un gouvernement démocratique? Donc le sujet aujourd'hui, c'est de permettre à tous les Afghans de rester sur la zone, sur leur territoire. Ensuite, il y a le droit d'asile, et moi j'y suis très attachée. Il doit s'exercer en priorité à l'égard de tous les Afghans qui ont aidé la France ou qui ont aidé les libertés publiques, qui se sont prononcés pour la liberté, qui sont aujourd'hui menacés. Mais le droit d'asile est strictement le droit d'asile. Alors nos politiques font aussi de la politique. Laurence Saillet, à un moment, il ne faut pas non plus être complètement dupe, parce qu'on ressent aussi que le niveau d'acceptabilité de l'immigration dans notre pays est en train de baisser considérablement, et l'affaire de ce soir ne va pas aider. Mais tout le monde, à part la gauche, l'extrême gauche et Europe Écologie Les Verts, donc l'extrême gauche, tout le monde dit la même chose. Enfin, ce que dit Valérie Pécresse, c'est ce qu'a dit le président la semaine dernière. Donc je ne vois pas de différence avec ceux qui nous ont aidés et ceux qui sont le plus menacés dans le cadre du droit d'asile. Donc je ne vois pas de différence, simplement chacun y met ses mots. Là, il y a eu malheureusement le cas de cet individu. Il n'empêche que la politique est restée la même, c'est-à-dire ceux qui nous ont aidés et ceux qui sont le plus menacés. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit qu'il y aurait un accueil inconditionnel de tous les Afghans. On le sait bien de toute façon que ce n'est pas possible. Je voulais juste répondre à votre question tout à l'heure. La faute à la France, vous savez, pour qu'ils ne parlent pas français. Mais je suis désolée, quand on a envie de s'intégrer dans un pays, on apprend la langue, on apprend par plein de moyens, en parlant avec les gens, etc. Moi, je pense qu'il y a effectivement, de manière générale, des groupes qui se forment, qui vivent entre eux et qui n'ont pas envie de s'intégrer en France et qui ont envie de vivre avec leur code, etc. Et c'est bien là où on a un problème. Et qui vivent aussi du trafic pour certains. On le voit bien, la colline du crack, etc. Donc, mais tout ça, il faut en parler. Bien sûr qu'il y a une forme... On pourrait rappeler qu'on expulse à peine 20% je remets aussi, comme des étrangers illégaux dans notre pays. La question des femmes. Pourquoi, effectivement, moi j'espère qu'on fera vraiment une sélection, pardon, de ce mot n'est peut-être pas approprié, parce que ce sont des êtres humains, mais un choix dans les gens qui peuvent venir, un choix fondé, et qu'on ne laisse pas les femmes et les enfants seuls là-bas. Parce que moi je ne comprends pas, effectivement, pourquoi les femmes n'auraient pas... Vous avez les photos dans les avions, il n'y a pas une femme dans les avions. Alors que, pardon de vous dire, elles sont encore plus menacées. Donc moi aussi, ça m'exaspère de voir que les femmes ne sont pas accueillies peut-être au même titre que les hommes, mais ça, il faudra voir les chiffres et de la manière dont tout ceci est mis en place. Comme promis, dans quelques secondes, un bref rappel des titres de l'actualité avec Elliott Deval. Un dernier mot pour conclure sur ce sujet, Mathieu Vallet. Non, on a les services de renseignement qui sont mobilisés. Après que le gouvernement ait des réponses à apporter, je l'entends notamment de la bouche de la même sénatrice. En tout cas, Julien, comme d'habitude, nos collègues du renseignement sont pleinement mobilisés pour suivre ces individus et pour faire du mieux que possible pour éviter, vous savez qu'ils se déjouent beaucoup d'attentats, des dizaines d'attentats par an. Et on espère que cette crise migratoire ne sera pas la porte d'entrée dissimulée pour certains terroristes tels qu'on l'a connu dans le passé. Il y a énormément... Pour faire une mauvaise métaphore, il y a énormément de trains qui arrivent à l'heure. On en a bien conscience, mais quand il y a un train comme ça qui arrive en retard, c'est pas tolérable. En tout cas, il y a de la transparence. En tout cas, si je peux me permettre, c'est pas faux. Vraiment, dernier mot. C'est l'heure du rappel des titres. Merci de l'invitation. Et puis, c'est toujours un plaisir de pouvoir exprimer. Mais vous savez que vous avez votre rond de serviette ici, Mathieu. Il n'y a aucun problème. Merci d'être venu, parce que le professeur Perromort, vous l'avez compris, on va avoir une dernière demi-heure très largement consacrée à toutes les questions que vous vous posez en cette rentrée. On va parler de l'interview, longue interview du professeur Raoult, mais à 22h30, très précisément. Elliott Deval, en 1 minute 30, l'essentiel de l'actualité avec vous. À la une de l'actualité, Julien, à peine exfiltré, aussitôt placé sous surveillance, arrivé sur le sol français. 5 Afghans font l'objet de mesures de restriction de liberté. L'un d'entre eux serait soupçonné d'être lié au groupe armé taliban. La classe politique s'enflamme et appelle le gouvernement à un contrôle renforcé. Marseille, cité meurtrie par les règlements de compte. Ce week-end, la guerre des gangs a fait 3 nouvelles victimes. Le corps de l'une d'entre elles a été retrouvé calciné dans un véhicule. Didier Raoult a fait sa rentrée médiatique sur notre antenne. Entretien exclusif du professeur avec Laurence Ferrari. L'occasion de revenir sur la gestion de la crise sanitaire et notamment la vaccination. C'est oui pour les plus fragiles, mais pas une urgence pour les enfants. Enfin, après les coups, les premières sanctions tombent. Un homme a été placé en garde à vue soupçonné d'avoir frappé un joueur de l'OM lors de la rencontre entre Nice et Marseille dimanche. Le préfet a décidé de fermer une tribune du stade niçois pour 4 matchs. Les 2 clubs passeront en commission de discipline
mercredi. Voilà pour les titres, Julien. Merci beaucoup pour l'essentiel de l'actualité. Elliot Deval qu'on retrouvera évidemment à minuit pile pour l'édition de la nuit et tout ce qu'il faut retenir de ce lundi 23 août. Bonsoir professeur Perromort, Mickaël Perromort, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin. Merci de nous rejoindre pour cette dernière demi-heure de discussion, toujours avec Laurence Saillet, William Tay, Jacqueline Eustache-Brigno. Ça ne vous a pas échappé, professeur, l'interview du professeur Raoult ce matin chez Laurence Ferrari. Vous l'avez suivi avec attention, entièrement? Je ne l'ai pas vu entièrement, mais j'en ai entendu parler. J'espère au moins. Quelques bribes. Bon, de toute façon, on va vous remettre quelques extraits et c'est très intéressant d'entendre ce que dit le professeur Raoult, de faire un point avec vous sur la situation sanitaire. C'est la rentrée, les parents, les professeurs, et je ne parle, pour ne parler que d'eux, pardon, s'intéresse évidemment de très très près à toutes ces questions. Le professeur Raoult, fondateur de l'IHU Marseille, invité de Laurence Ferrari ce matin, beaucoup de choses à dire sur le front de l'épidémie. D'abord, le vaccin, son efficacité supposée, cette technique de l'ARN messager. Qu'en dit-il? Qu'en pense-t-il? Et votre réaction ensuite, professeur? Je pense que si vous avez une cible unique et étroite, la capacité du virus à échapper à votre défense est plus importante que si vous avez plusieurs cibles, même si les autres cibles apparaissent moins efficaces. C'est clair ce que je dis? C'est-à-dire que si vous avez des réactions immunitaires contre toutes les protéines du virus, plus ou moins fortes, toutes ces protéines servent à quelque chose. Un virus n'a pas de protéines qui servent à rien. Donc elles servent toutes à quelque chose. Même si vous ne le savez pas, elles servent à quelque chose. Sinon, elles n'auraient plus depuis longtemps. Et donc, si vous avez un vaccin contre toutes les protéines, c'est mon opinion. C'est pour ça que je suis plus pour les vaccins inactivés, si vous voulez, renforcés éventuellement par des adjuvants, si vous voulez, pour les rendre. Les vaccins classiques, donc pas les vaccins ARN. Les vaccins classiques, oui. Professeur Perromort, et alors là, je ne vous vise absolument pas du tout dans ce que je vais dire, mais contrairement à beaucoup d'autres scientifiques, à certains pontes de la PHP, à certains membres du gouvernement, pardon, mais je trouve que le professeur Raoult, il parle aux gens normalement, c'est assez clair ce qu'il nous dit, c'est assez intelligible, et cette position sur les vaccins classiques, il peut l'avoir sans pour autant être qualifié de complotiste. Que dites-vous de ce qu'il dit d'abord sur ces vaccins ARN et sa préférence sur les vaccins classiques? Effectivement, ça sort des sentiers battus. C'est d'ailleurs ce qui fait son succès, je crois. Moi, je trouve... Alors, effectivement, il a fait quand même des erreurs, notamment sur l'hydroxychloroquine. Qui n'en a pas fait. Voilà. Il est parfois un peu arrogant, prétentieux. C'est vrai. Mais néanmoins, je trouve que quand il s'exprime, c'est souvent intelligent, ce qu'il dit. Et il a une vision, une vraie vision sur cette épidémie qui sort un peu des sentiers battus. Et donc, moi, en tout cas, à titre personnel, même si je ne lui fais pas toujours confiance, j'ai toujours un certain intérêt à l'écouter parce qu'il dit des choses qui sont souvent vraiment pertinentes sur le fond. Par exemple, cette histoire, nous, enfin, j'imagine, je n'ai pas le CV de chacun autour de la table, mais a priori, vous êtes le plus calé en sciences et en vaccins et tout ce qui concerne cette épidémie. Ça fait des mois qu'on nous dit que la panacée en termes de vaccins, c'est le vaccin ARN messager, ce qui semble être remis en cause par le professeur Raoult. C'est-à-dire qu'on s'est trompé, que ces vaccins classiques sont plus efficaces qu'on ne l'imaginait. Comment lire ce qui est dit par le professeur Raoult? Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des vaccins. Ça n'est pas du tout ma spécialité. Je suis chirurgien. Vous êtes professeur d'urologie. Voilà. Ce qu'il dit simplement, c'est que les vaccins classiques, en fait, s'attaquent à plusieurs parties, à un spectre très large de protéines du virus. Et donc, il est en train de nous dire, ce sont les vaccins classiques, qu'il aurait finalement préféré que la vaccination de masse utilise ce type de vaccin, et il semble être moins confiant sur le vaccin ARN qui est largement développé aujourd'hui. Bon, moi je crois que c'est une question en fait de mise sur le marché, il faut être pragmatique. Les vaccins ARN, à titre personnel, je trouve qu'ils produisent un bénéfice considérable puisqu'ils réduisent les formes graves de la maladie. Je ne sais pas si d'autres... Ça n'empêche pas d'être malade, et on le rappelle non, aussi. Non, mais ce n'est pas le sujet. À la limite, ce qui compte, c'est d'éviter les formes graves et de saturer les hôpitaux, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, je suis incapable, à titre personnel, de rentrer dans ce débat technique, mais je crois tout simplement qu'on s'est adapté à l'offre de vaccins. Or, il se trouve que les plus facilement, les plus rapidement disponibles ont été des vaccins ARN. Il ne faut pas s'en plaindre quand même, puisque le vaccin marche.
Alors, le professeur Raoult, à qui Laurence a posé beaucoup de questions, encore une fois très pratiques, qui nous concernent tous. On a ces thèses qui sont plus ou moins vérifiables, plus ou moins entendables. Le vaccin nous protège-t-il vraiment plus ou moins des formes graves de la maladie, que l'on soit vacciné ou non vacciné? Là encore, écoutez sa réponse, elle est forcément clivante. Et on va faire un tour de plateau. Pour établir que la maladie chez les vaccinés est moins grave que chez les non-vaccinés, il faudra avoir des effectifs suffisants et des données suffisantes, avec des données très précises chez les gens qui sont en réanimation et qui ne peuvent pas dire vraiment ce qui s'est passé, si vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'on ait des données très précises, mais ce qui est intéressant à regarder maintenant, parce que c'est la population dans laquelle le taux de vaccination est le plus élevé, c'est la mortalité dans les EHPAD. Et moi, à ma connaissance, la mortalité dans les EHPAD est élevée actuellement. Parce que, bien entendu, c'est la population en risque, vaccinée ou pas. Alors, encore une fois, on va faire un tour de plateau, mais professeur Perremort, il faut que je commence par vous, parce que ce qu'il dit, qu'on soit scientifique ou pas, c'est pas dénué de sens, on peut l'entendre. Pourquoi lui le dit et pas les autres? C'est ça que je ne comprends pas. En l'occurrence, si vous me permettez, je crois qu'il a tort. Parce que nous, on a vu la différence à l'hôpital. Et on n'a pas les études, on n'a pas les données. Écoutez, depuis que les gens sont largement vaccinés, on voit bien quand même que ceux qui arrivent dans les services d'hospitalisation et dans les services de réanimation sont majoritairement des gens non vaccinés. Donc je ne comprends pas, lui qui prétend justement voir les choses au fil de l'eau, il veut avoir une démarche pragmatique. Eh bien ça, c'est du pragmatisme. Il suffit de faire un panorama des gens qui sont hospitalisés. Il y a une mortalité qui subsiste chez les personnes les plus âgées, quand bien même elles ont été vaccinées, non? Oui, bien sûr, parce que le virus n'empêche pas complètement de développer des formes graves. Il protège à 90-95%, et moins chez les personnes âgées, puisqu'elles ont une immunité qui est moindre. Mais néanmoins, sur le plan global, sur le plan macroscopique, à l'échelle du pays, cette vaccination a réduit beaucoup les formes graves. C'est indéniable. Ça nous heurte peut-être parce qu'on nous avait présenté, et là je reviens de longs mois en arrière, on nous avait présenté le vaccin comme la porte de sortie de cette épidémie. Et on voit que c'est un moyen de se protéger, en effet, et personne ne dira le contraire sur ce plateau. Mais, encore une fois, ce que dit le professeur Raoult est tout à fait intelligible. Jacqueline Eustache-Bregnaud. Je crois que le professeur Raoult, il fait partie de notre quotidien et de notre histoire liée à cette pandémie. Je pense que parfois, il est effectivement... Moi, je ne vais évidemment pas me positionner, je ne suis pas du tout qualifiée pour parler de médecine et autres. Moi, ce que je vois, je suis pragmatique, ce que je vois quand même, c'est grâce à un vaccin, l'ARN messager, c'est celui qu'on a eu. Donc, il a bien fallu qu'on se vaccine avec ce qu'on avait. Il y a eu AstraZeneca aussi, qui a vite été... Donc, aujourd'hui, on a un vaccin. Il nous permet quand même de vivre un peu plus normalement que précédemment. Il permet quand même aux gens d'aller travailler. Il permet quand même de retrouver un peu d'espace, un peu de liberté, de retrouver des lieux culturels. Donc je pense que le professeur Raoult, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a eu une analyse qui était effectivement pas la bonne sur comment soigner. Attention, il remet pas en cause la vaccination. Après, aujourd'hui, on est dans un temps intermédiaire. Des vaccins arriveront. Le problème, c'est qu'on a été pris par le temps. Rappelez-vous, ça fait quand même 1 an et demi qu'on vit tous les jours avec le Covid, sur les plateaux et ailleurs. Donc on a été pris par le temps. Qu'est-ce qu'on avait pour essayer de vivre autrement, pour essayer de retrouver une forme de liberté, une forme de vie un peu normale? C'était ces vaccins. Donc voilà, je pense que les Français, d'ailleurs, se sont pas trompés. La plupart des gens, maintenant, acceptent la vaccination parce qu'ils se disent, c'est ce qu'on a. Ce vaccin à ARN messager, le jour où on aura un vaccin plus classique qui permettra à tout le monde de se vacciner comme on se vaccine pour la grippe, je pense que tout le monde y adhérera. Mais voilà, ça a été ce temps intermédiaire qui nous a permis de retrouver un espace de liberté. Autre question très importante que beaucoup de parents se posent, faut-il vacciner les moins de 12 ans? La réponse du professeur Raoult à Laurence Ferrari. Les enfants font des formes qui sont bénignes, que l'on gère parfaitement. Et donc, la généralisation d'une vaccination chez les enfants me paraît pas une urgence absolue, d'autant qu'on voit bien qu'il n'y a pas de contrôle de l'épidémie grâce à cette vaccination-là. Il y en aura peut-être une autre qui permettra d'avoir un contrôle épidémique. Il ne faut pas insulter l'avenir. Encore une fois, c'est très sensé. A priori, il faut faire aujourd'hui le forcing sur les personnes les plus fragiles qui ne sont pas encore vaccinées. Et les enfants, on en parlera peut-être un peu plus tard. Ça a toujours été l'objectif, de toute façon, de faire le forcing sur les personnes les plus exposées, les plus fragiles. C'est pas parce qu'on regarde d'autres publics que pour autant, on ne débloque pas... C'est pas l'urgence du tout de vacciner les moins de 12 ans.
c'est pas moi qui vais vous répondre. Moi, je fais confiance aux autorités de santé. Moi, je fais confiance aux autorités de santé. C'est bien ça qui nous manque aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on est en train de remettre en cause nos autorités de santé. Excusez-moi, dans un pays comme la France, si on ne peut plus faire confiance lorsque l'on met un vaccin sur le marché et que les gens qui sont en réanimation ou les gens qui sont atteints le disent, c'est sur Internet, je l'ai vu, je ne me suis pas fait vacciner parce que j'ai lu sur Internet, parce que c'est ça qui se passe. Si vous voulez, moi, je tombe des nues. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là, à croire Facebook et à ne pas croire ce qui est dicté par nos autorités de santé. Et quand le professeur Raoult, à chaque fois, vous dites « mais il ne me remet pas en cause le vaccin, mais il dit la vérité, etc. » Non, je n'ai pas dit la vérité. C'est objectif. Il n'a pas remis en cause le vaccin aujourd'hui, pas du tout. Vous l'entendez comme ça, mais d'autres l'entendent autrement. Dans une période où on est en train de faire une course contre la montre pour faire vacciner au maximum la population, où il y a chaque jour des fake news sur Facebook, je ne parle pas de lui, mais de manière générale, où il y a un doute dans la tête de nombreuses personnes, dire ce qu'il a dit ce matin, excusez-moi, mais ça amène à mettre encore plus de doutes. Vous l'entendez pas comme ça. Qu'est-ce qui met le plus de doutes? Alors, j'ai une question, Laurence. Qu'est-ce qui met le plus de doutes? Ce que dit le professeur Raoult ce matin ou ce que dit Olivier Véran il y a 3 semaines quand il nous dit qu'on a un tsunami épidémique qui est en train de déferler sur la France? Quand il dit... Lequel des deux suscite le plus de défiance? Quand il dit qu'on n'a pas suffisamment d'études, etc., pour savoir si, comme l'a dit le professeur, sur un échantillon de 10 millions, il y a 52 personnes qui rentrent en réanimation qui ne sont pas vaccinées et 4 qui le sont. Ça, ce sont des chiffres. Donc quand il dit qu'on ne sait pas, si on sait que les gens qui meurent aujourd'hui du Covid ne sont pas vaccinés. Ça, c'est une vérité. Après qu'on emploie le mot tsunami ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, si, parce que vous contribuez à un climat général dans le pays avec des gens qui subissent une crise depuis presque 2 ans. De toute façon, l'adresse remonte tous les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Quand vous êtes en réa, vous n'êtes pas vacciné, sauf une partie infime. Oui. Quand vous mourrez, vous n'êtes pas vacciné. Et ça, c'est une vraie démonstration. Mais ça, on l'a dit, et c'est une vérité. On pose la question de la vaccination des enfants, là. La vaccination des enfants, c'est pas moi qui vais me prononcer sur la vaccination des enfants. Moi, je pense que la vaccination des adolescentes était très utile, parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas le risque personnel, c'est de briser la chaîne de contamination. On dit, c'est pas moi qui l'invente, que plus le virus circule, plus il y aura de variants. C'est quelque chose qui a été démontré, me semble-t-il, scientifiquement la semaine dernière. À partir du moment... Le professeur fait une petite moue, dubitative. On va ressortir peut-être l'étude, mais c'est ce qui est dit. Alors, soit on décide de laisser circuler l'épidémie dans toute la population et on ne vaccine que les gens qui sont à risque, soit, effectivement, on décide d'éradiquer l'épidémie. Je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup de gens en réa qui sont jeunes maintenant. Oui. Ça, c'est une réalité. Donc, les personnes à risque qu'on citait il y a 6 mois, me semble-t-il que les choses ont un peu évolué. Moi, je ne suis pas médecin. Oui. Je lis juste les choses. Il y a les chiffres et puis la proportion par rapport à la population également. Donnés, si vous voulez, par les instances officielles. Je voudrais qu'on conclue sur les enfants, professeur. Est-ce qu'il y a simplement un bénéfice évident et une urgence à vacciner les moins de 12 ans? Moi, je ne crois pas. Alors, je vais décevoir ma voisine. Autant je suis un fervent défenseur du vaccin qui, effectivement, a un bénéfice énorme sur les personnes à risque, puisque le vaccin réduit le risque de forme grave, autant il n'a pas de bénéfice direct chez les enfants. Dans le rapport bénéfice-risque, les enfants, dans leur majorité, n'ont pas forcément intérêt à se faire vacciner. Alors, il y a effectivement l'histoire de la circulation. C'est-à-dire que le vaccin chez les jeunes réduirait fortement la circulation, mais ça n'est pas sûr. On est en train, très récemment, de revenir sur cette notion, puisqu'on s'aperçoit que dans les pays qui ont le plus vacciné, l'Islande, Israël, par exemple, ou l'Angleterre, eh bien, l'épidémie, c'est-à-dire le nombre de cas repart, qui ne sont pas forcément des cas graves, hein. Il n'y a pas forcément des morts qui sont associés, mais l'épidémie... C'est la question que j'allais poser. Est-ce que la tension hospitalière repart avec ces cas-là dans ces pays-là? La tension est en train de monter légèrement, mais pour l'instant, il n'y a pas de cas graves. Je rappelle qu'en Islande, depuis des semaines et des semaines, il n'y a pas de mort, pas un seul. Par contre, l'épidémie reprend, c'est-à-dire que le virus se propage. C'est ça qui est très pardon, je sais pas si ce que je dis va être choquant ou pas. C'est pas grave. Pour moi, s'il n'y a pas de mort et pas de forme grave, qu'elle reprenne. Je me fais souvent engueuler par mes collègues médecins, mais de ce point de vue-là, chez les enfants, je suis exactement sur la même ligne que Raoult. Je crois qu'il faut mettre le paquet sur les gens à risque. Il y a encore, je crois, 1 ou 2 millions de personnes qui sont très à risque parce que âgées,
obèses, diabétiques, etc., et qui ne sont pas vaccinés. Et ces gens-là, de mon point de vue, plutôt que d'aller emmerder des enfants qui n'ont aucun bénéfice à cette vaccination, je pense qu'il faudrait aller les chercher, leur téléphoner, aller chez elles, essayer de les convaincre, vacciner à domicile. Parce que si tous ces gens à risque sont vaccinés, le virus, il peut circuler partout ailleurs chez les autres. Vous comprenez ? Et donc, je pense que c'est une question de bon sens. Pardon, et mais de ce point de vue-là, je rejoins parfaitement le professeur Raoult. Pardon, Moi, j'ai pas dit que c'était pour la vaccination des enfants. Pardon, mais hein, je voudrais non, remercier le professeur Perremort de ce qu'il vient de dire. Parce que déjà, j'ai tout compris, ce qui n'est pas toujours évident quand on parle de scientifiques. Et voilà, mais c'est ce qu'on a envie d'entendre de la part du gouvernement. Vaccinons les plus fragiles. Ils sont notre priorité absolue parce que ce sont eux qui vont faire des formes graves, qui risquent de faire des formes graves. Allons les chercher le plus vite possible. Vaccinons-les. Pour le reste... On va se vacciner, laissons courir cette épidémie, vivons avec, puisqu'il n'y aura plus de formes graves. C'est William Tech qu'on n'a pas placé une encore, Laurence. C'est pas suffisant, mais on peut pas dire que c'est pas ce qui est en train de se passer. Ils vont chercher quand même les personnes à domicile. Je crois que vous n'avez pas entendu Olivier Véran il y a 3 semaines, vous n'avez pas entendu Olivier Véran il y a 1 heure qu'on va entendre. Si, je l'ai entendu, je l'ai écouté parce que je suis professionnelle. Vous savez, j'écoute le ministre avant de faire une émission, je vous rassure. Alors, sinon, je me poserais quand même la question de ma présence ici si je n'avais pas écouté le ministre. Olivier Véran, chez nos confrères de BFM tout à l'heure, qui nous parle d'un pic qui va arriver dans quelques jours selon lui. Et William Tech, je viens vers vous, promis. Ce que nous dit l'Institut Pasteur avec les modèles, vous savez, que nous connaissons, c'est qu'en l'état actuel des choses, nous pourrions avoir atteint le pic de réanimation dans quelques jours. Et qu'ensuite, on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation, c'est-à-dire qu'on évite la saturation des hôpitaux, et ensuite, on pourrait espérer une baisse. Mais je mets un bémol à cela, puisque dans quelques jours, il y aura la rentrée scolaire, et actuellement, il y a aussi de nombreux Français qui étaient en vacances dans les régions du sud et du sud-ouest de la France, là où il y a la plus forte circulation du virus, qui vont retourner chez eux dans des régions qui ont été peu touchées par la 4e vague. C'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant, et je demande aux Français qui nous regardent de faire très gaffe dans les jours et les semaines à venir, de respecter les gestes barrières, de porter le masque partout où c'est nécessaire, de se laver les mains, vous savez tout cela. Oui, on va faire très grave puisqu'il y a un tsunami qui... Alors, le tsunami est figé, hein, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais ça fait 3 semaines qu'on l'attend. William Teh. Alors, sur la question du pic épidémique, en fait, comme on suit exactement la même courbe que le Royaume-Uni depuis décembre et l'apparition du variant anglais, on aura le pic épidémique entre fin septembre et début octobre. Après, de là à parler de tsunami, en raison de la couverture vaccinale, et si on compare notre couverture vaccinale à celle du Royaume-Uni, on sait vraisemblablement que comme nos capacités hospitalières sont meilleures que celles du Royaume-Uni, nous n'aurons pas de confinement ou de saturation des hôpitaux. Ah, nos capacités hospitalières sont meilleures qu'au Royaume-Uni ? Oui. Ah, celle-là, je ne l'avais pas. Le système de santé est meilleur, on dépense plus d'argent, il y a plus de capacité de réanimation, etc. C'est pour ça que Johnson a mis le paquet sur la question de la vaccination dès le début. En 1 an et demi, j'avais pas eu cette info. Ensuite, après, sur la question de la vaccination. Très bon que vous, alors. Sur la question de la vaccination, en fait, Emmanuel Macron, moi je pense, a eu la bonne politique sanitaire depuis janvier, notamment parce lorsqu'il avait refusé de confiner alors que les médecins lui avaient demandé de le faire, parce qu'il s'était concentré sur la question du chiffre des admissions dans les hôpitaux. C'est celui-là qui conditionne la question du confinement. Il a changé de stratégie à partir du 12 juillet pour passer à une stratégie d'éradication du virus. Seulement, on sait désormais que depuis l'étude d'Oxford que c'est hautement improbable. Le vaccin limite les formes graves, ne permet pas d'éradiquer le virus et donc d'éliminer la circulation. On sait en plus que même la Chine, qui a un modèle de contrôle social très élevé et des méthodes qui ne sont pas vraiment démocratiques, n'arrive pas à atteindre un niveau de cas zéro. Donc je pense que la stratégie du gouvernement n'est pas la bonne dans cette mesure, même si on a une couverture vaccinale qui est importante. Il nous faut se concentrer sur les personnes à risque parce que c'est celles-là qui peuvent conduire à un risque de saturation des hôpitaux. Et comme il reste 2 à 3 millions de personnes qui ont soit plus de 50 ans, soit qui présentent des comorbidités, donc du coup, si 1% de ces personnes-là sont touchées par le virus, en fait, on arrive en situation de confinement. Alors, professeur, vous vouliez d'abord réagir à ce qu'a dit Olivier Véran et je vous poserai une autre question ensuite. Moi, je voudrais donner 2 messages positifs. Allez-y. Pour une fois. On a bien fait de vous inviter. Le premier message, c'est que d'après certains observateurs, le pic serait déjà passé. Quand vous regardez les chiffres de Santé publique France, relayés par Guillaume Rosier, vous vous apercevez qu'en 1 semaine, le nombre de nouveaux cas sur le territoire français a baissé de 10%, alors que le dépistage, c'est-à-dire l'utilisation des tests, elle, a augmenté de 6%. Alors pourquoi il dit ça, le ministre ? Parce qu'il va y avoir la rentrée. Donc, il est possible que le pic soit déjà passé. Évidemment, il craint, et je crois qu'il n'a pas tort de le craindre, une résurgence, une flambée des cas lorsque la rentrée scolaire sera effective. Ça me paraît évident, c'est de la prudence élémentaire. Le deuxième message
positif, c'est que quand on regarde la télévision aujourd'hui, on est très focalisé sur l'outre-mer. Et c'est normal, mais il faut quand même... Parce que la situation est dramatique là-bas. Dans certains territoires, parce que je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, qui a fermé ses frontières très tôt, il y a 0 mort depuis le début de l'épidémie. Là, ce qui nous inquiète, c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Polynésie. Et c'est là que je voulais en venir. En fait, 40% des décès hospitaliers liés au Covid en ce moment se trouvent uniquement dans les Outre-mer. En fait, en métropole, ça baisse. Les décès et les hospitalisations baissent. Donc la situation est très hétérogène et il ne faut pas focaliser uniquement sur les zones où ça se passe mal. Alors pourquoi on développe cette peur absolument chez les... Depuis le départ, je pense qu'il y a quand même une stratégie d'inquiéter les gens pour les pousser à se vacciner, tout simplement. Qui est l'unique but du pass sanitaire, d'ailleurs. Parce qu'à quoi il sert le pass sanitaire depuis 15 jours? Après, je trouve que c'est pas une bonne politique que de faire peur. Enfin, franchement, on n'a pas besoin de ça. C'est pas faute de le dire sur ces plateaux. On n'a pas besoin de ça. Par contre, la question qui se pose quand même, c'est que ceux qui sont les plus fragiles et qui ne veulent pas se faire vacciner, on fait comment? Parce qu'elle est quand même là, la question. Il y a quand même... Les gens les plus âgés, la plupart sont vaccinés, parce qu'on voit bien ce qui se passe dans toutes les villes, dans tous les départements. Les infirmières vont au domicile, arrivent à convaincre, etc. Mais comment on fait avec celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? Elle est là, parce que je pense, on ne pourra pas. Et aujourd'hui, parmi les plus fragiles, il y a celles et ceux... La vaccination obligatoire, c'était la solution ultime. Comment la vaccination obligatoire? C'est impossible à mettre en place. C'est impossible. Vous dites aux gens, on vous pique de force. Non mais clairement, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a d'autres raisons pour lesquelles on se pique de force, madame. Mais il y a des vaccinations obligatoires. Vous voulez aller dans certains pays d'Afrique. Il y a 11 vaccins obligatoires et sur certains voyages à l'étranger, en effet, la fièvre jaune. Vous avez une espèce de carotte. Vous partez pas si vous l'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? En France, oui. Oui, mais là, vous faites quoi? En ce moment, vous n'avez pas accès à beaucoup de choses si vous n'êtes pas vacciné, ou en tout cas, si vous ne montrez pas que vous êtes négatif au Covid-19. Il y a quand même des personnes âgées qui sont très fragiles, qui sont chez elles, qui n'ont plus envie de se battre pour les choses, qui n'auront pas envie de se faire vacciner. C'est le syndrome, il y a des gens qui... Vous savez, une des grandes causes de mortalité chez le sujet âgé, c'est la dénutrition. Donc c'est dans cette démarche, si vous voulez, un peu d'abandon. Donc vous vous doutez bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie... Vous savez qu'il y a une forme de fatalité aussi. Hein. Pardon d'être... Pardon si je vous parais, vous comprenez, un peu condescendant, mais il y a un truc dans la vie qui s'appelle la mort. Mais vous n'allez pas piquer de force non plus des personnes qui n'en ont pas envie, qui sont chez elles, etc. Enfin, moi, je ne suis pas dans cette optique. Je pense que la psychologie d'approche est quand même très importante chez le sujet âgé, etc. Donc on ne va pas y aller quand même avec des C'est pour ça que ça doit être la priorité. 100% de l'énergie du gouvernement sur la crise sanitaire doit être mis chez les personnes fragiles et âgées aujourd'hui non vaccinées. Alors je vais défendre Olivier Véran. Comme ça, pour une fois, comme tout le monde lui tape dessus. Dépêchez-vous parce que j'ai un dernier extrait de Didier Raoult. L'histoire du tsunami, quand même, si vous remettez les propos dans le contexte, c'est qu'il relate une discussion avec des soignants et il dit « Les soignants me disent qu'ils ont l'impression d'être comme face à un tsunami ». Non, mais je pense que quand on sort d'un service de réa, qu'on voit des gens malades, etc. On ne vit pas, mais chacun le après. Moi, c'est mon interprétation. Je ne sais pas si on peut le retrouver en régie. Ça va être compliqué parce qu'il ne reste que 5 minutes, mais bon. Et peu importe, mais je pense que quand on est dans ce contexte d'une visite, qu'on sort d'un service de réa, on n'est pas dans le même état d'esprit que quand on est bien portant et qu'on ne voit pas la maladie juste au chevet. C'est pour ça qu'on peut avoir des propos, notamment quand on est médecin, qui parfois peuvent être jugés excessifs, mais le contexte, il me semble, il y est quand même pour beaucoup. En tout cas, on se demande sur ce qui nous attend dans cette rentrée, si la hausse des contaminations va créer des tensions à l'hôpital. Pour l'instant, l'hôpital n'est pas surchargé. L'hôpital n'est pas hors de contrôle, si je puis dire. Peut-être aussi, d'ailleurs, et ça, ce serait intéressant de vous entendre, peut-être que les augmentations qu'on a pu voir, ce frémissement qu'on a pu voir à l'hôpital, s'explique aussi par le fait qu'on prend mieux en charge et à des niveaux de gravité moins grands que lors des vagues précédentes. Donc là aussi, les chiffres sont on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, professeur Pierre-Romor. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'à l'heure qu'il est, en tout cas en région parisienne, les services accueille un peu plus chaque jour des patients malades de Covid, y compris en réanimation, mais c'est l'effet retard, en fait, des pics qu'il y a eu il y a 2-3 semaines. Là, il semblerait vraiment que l'épidémie redescende. Et donc, si ça continue à redescendre, eh bien, peut-être que dans 2-3 semaines, on aura beaucoup moins de patients et que les services vont se vider. Et ça va dépendre de tout un tas. On ne connaît pas ce qu'on a connu il y a un an dans les EHPAD. Non, c'est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé au début. Les familles aussi, dans les EHPAD. Beaucoup moins grave.
Très sincèrement, on n'a pas d'informations sur des choses dramatiques dans les EHPAD. Heureusement d'ailleurs. Bien sûr, mais si au 15 septembre, on atteint les objectifs de vaccination, on peut presque oublier le pass sanitaire et se dire qu'on a atteint cette immunité collective. J'aimerais bien, mais j'en doute. Là, je fais un peu le bisounours, hein. J'essaie de rêver. C'est le premier jour, c'est la rentrée. Le pass sanitaire, c'est 15 novembre pour l'instant. Oui, c'est 15 novembre, mais si avant, on a vacciné un maximum de la population et qu'on a réussi à atteindre les personnes les plus fragiles. J'en doute, parce que quand vous mettez le doigt dans ce type de dispositif, c'est très rare de rétropédaler aussi vite. Le dernier extrait du professeur Raoult, c'est sur son opinion sur le pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants, qu'il ne voit pas du meilleur œil. On ne va pas interdire ceux qui n'ont pas de passe sanitaire, savoir s'ils sont malades. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des décisions à l'emporte-pièce qui sont trop violentes. C'est un leurre, ce passe sanitaire ? Je ne sais pas si c'est un leurre. Ce que je crois, en tout cas, c'est que la brutalité... Ici, on le vit dans l'hôpital, ce qui est une autre des raisons de tension avec le directeur de l'hôpital, c'est qu'il n'est pas content parce que le personnel à Marseille, le personnel de soins est moins vacciné, et qu'ils se sont donné une obligation... Donc, je ne sais pas s'ils sont capables de la réaliser, c'est-à-dire qu'ils auront 100% du personnel de soins qui sera vacciné, sinon ils refusent de les payer, ils refusent de les faire venir. Mais si vous avez 10% des gens qui ne sont plus là, comment on fait tourner les hôpitaux ? Comment vous feriez à Cochin, par exemple, si 10% de vos soignants n'étaient pas vaccinés ? Nous, on a des patients, on a des personnes qui vont partir, hélas. Des soignants ? Oui, qui refusent le vaccin. Pour des raisons. Vous pouvez le quantifier par rapport à votre personnel ? Très peu. On a une infirmière de jour et peut-être une aide-soignante de nuit. Mais est une infime partie de votre personnel ? Pas infime, et de toute façon, comme on est à l'os, à l'hôpital, alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. L'obligation vaccinale, selon moi, est un non-sens. C'est une fausse bonne idée. Hein. D'abord parce que ça ne modifiera pas le cours de l'épidémie. L'obligation pour certains secteurs ou pour les soignants Pour les soignants. Alors je sais que c'est considéré comme une mesure symbolique, qu'il faut absolument que les soignants montrent l'exemple, etc. Parce qu'on s'imagine, dans l'inconscient collectif, on n'imagine pas un soignant refuser une vaccination. Bien sûr, mais je pense que ce n'était pas le bon moment. Pourquoi ? D'abord parce que ça ne va pas régler le cours de l'épidémie. Hein. Les contaminations de Covid par les soignants sont très faibles, en fait. C'est la première maladie nosocomiale à l'hôpital ? Oui, mais ça vient des patients, pas des soignants. Je rappelle que les soignants, ils sont très habitués à porter le masque, à se laver les mains, etc. Ouais, donc c'est minime, d'une part. Donc ça n'est pas utile. Et surtout, ça va être contre-productif, puisque ça va faire fuir quelques soignants. Et croyez-moi, à l'hôpital, on n'a pas besoin de ça, parce qu'on est déjà en manque de personnel. Et en fait, il vaut mieux être soigné par des soignants qui ne sont pas vaccinés, mais qui font très attention, plutôt que pas soigner du tout. Et là, je crois sincèrement que le gouvernement a mis le doigt dans une petite erreur. Très vite, il nous reste une minute, une ou deux réactions maximum. Moi, c'est la première fois que j'entends de vive voix ce témoignage, parce que tous les autres soignants... et c'est intéressant, ça fait du bien d'entendre un... contraire, mais je peux vous dire aussi que ça soulage aussi beaucoup de chefs de service qui n'ont plus à effectivement faire eux-mêmes la vérification, etc. Moi, je pense que quand on est un patient, quand on va se faire soigner à l'hôpital, on est en droit d'exiger que le personnel ne soit pas en capacité de nous contaminer. Après, si vous envoyez une personne fragile qui, elle, peut décéder du Covid, c'est un engagement comme un autre. Quand on est soignant, on a des obligations comme d'autres professions ont des obligations. Ce qui peut s'entendre également, William. Moi, je vois juste une petite contradiction et je suis d'accord avec le professeur. C'est pourquoi est-ce qu'Olivier Véran parle de tsunami vaccinal et de tsunami épidémique et dans le même temps se permet de séparer les soignants si on en a tant besoin et si par cas l'hôpital sera vraiment mis à saturation dans les 2 prochaines semaines. Je trouve qu'il y a une petite contradiction qui est légitime de se poser une question. Et il ne faut pas parler d'incohérence non, surtout pas. De la part du gouvernement depuis le début de cette crise. Bon, c'est la fin de ce premier soir info de la saison. Ça passe vite, hein ? De 21h à 23h. Je rappelle le rendez-vous du lundi au vendredi. On se retrouvera et c'est un grand plaisir. Sébastien Caquino et Noémie Gobron ont préparé cette émission ce soir. Merci à tous les 4. Merci aux équipes techniques. Merci surtout à vous qui nous suivez en direct sur CNews. Vous savez que c'était le retour de Face à l'info à 19h également. Vous l'avez vu ? Séance de rattrapage tous les soirs à 23h, la rediffusion de Face à l'info. Et c'est tout de suite. Belle nuit, bonne soirée sur CNews.